module 3. Le module 3, nous allons voir principalement 4 choses. On va voir mon problème, ma solution, mon équipe, mon marché et mes moyens de communication. Donc, on va entrer en profondeur sur l'équation entrepreneuriale qu'on a vue le jour 1. Donc, aujourd'hui, on va entrer en profondeur sur chacun des éléments. Ça, c'est la première chose qu'on va voir aujourd'hui. La deuxième chose qu'on va voir, c'est l'intelligence financière. Donc, on va essayer de voir des notions comme les actifs, comme les passifs, comme les investissements. Qu'est-ce que ça signifie et comment est-ce qu'on peut appliquer ça à son projet. Ça, c'est la deuxième chose qu'on va voir. La troisième chose qu'on va voir, c'est comment fixer les prix de ces prestations ou de ces produits. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, on va voir ça avec ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Et on va terminer par comment exploiter au mieux mon temps et mon espace de travail. Donc, voilà les 4 points que nous allons voir principalement aujourd'hui. Alors, on va commencer par l'exercice pratique. La première chose, c'est que tu vas venir devant, présenter ton projet. Ça veut dire la rédaction que tu as eu à faire. Le texte que moi j'ai rédigé, le titre, c'est « Mon chemin vers la première plateforme entièrement dédiée santé et entièrement dédiée à la santé et l'industrie pharmaceutique en Afrique ». Bon, Nanko Ngeu Ulrich Florent est né à Bangou, un petit village de l'Ouest Cameroun, issu d'une famille polygamique dont la maman est la première épouse. Elle est la première des 4 épouses. Je suis le dixième et dernier né à ma mère. Mon père était un très grand médecin réputé dans le village. Il était plus connu sous le pseudonyme de Papa. Et sa clinique s'appelait Clinique Ange Gardien de Bangou Carrefour. Contrairement aux autres enfants, moi, j'ai commencé l'école en classe de la CIL, où j'ai effectué où j'ai été brave jusqu'en classe de CE1, quand je perds mon père et je prends la route pour le nord, où je vis avec mon oncle et homonyme. Avant ce décès, nous connaissons une ambiance chaleureuse chez nous, car bien que je vivais à Bafoussam, toutes les vacances, nous étions au village et entourés de la famille et tout ça. Et moi, j'aimais observer mon père travailler déjà, parce que c'était mon héros. J'aimais le voir sauver des vies et faire son métier, faire ce qu'il aimait. C'est d'où est venue ma passion pour la santé et pour la santé. Puis, après son décès, lorsque je suis allé au nord, j'ai fait 3 ans et je suis revenu à l'ouest pour cause de maladie, où j'obtiens mon BEPC, mon CEP. Puis, j'entre au lycée de Bamena, où j'obtiens mon BEPC après 4 ans plutôt. Après 4 ans, et je prends la route pour Yaoundé. De Yaoundé, j'effectue le concours de l'entrée au lycée technique j'effectue le concours d'entrée au lycée technique commercial et industriel de Yaoundé. Ce n'était pas vraiment mon choix, mais mon frère m'avait conseillé de le faire parce qu'on trouvait qu'il y avait plus d'opportunités par rapport à aux filières qui se faisaient là-bas. Moi, j'avais toujours souhaité faire la médecine comme mon père. C'est comme ça que j'entre en première année, en seconde STT, au lycée technique industriel et commercial de Yaoundé. J'effectue, je fais 1 an, j'entre en première où je reprends, je choue le probatoire pour la première fois à cause du jeu des femmes et bien d'autres. Oui, c'est vrai, j'étais un enfant turbulent, très turbulent même. Et c'est de là que le déclic est arrivé. Je me suis un tout petit peu conscientisé dû au fait que mon frère qui me payait la scolarité était vraiment déçu. Je suis revenu l'année qui suivait, chargé à bloc,
et je me suis promis de ne plus jamais connaître l'échec dans ma vie. C'est comme ça que j'obtiens le probatoire, le bac. Je vais à ISTAC où j'obtiens mon BTS, ma licence, et aujourd'hui, je suis consultant en gestion comptable et fiscale au cabinet La Sénat. En 2019, en 2018, je rencontre, disons comme ça, un ami qui faisait pharmacie, un ami avec qui j'ai fréquenté qui faisait pharmacie. Tellement il était passionné et il aimait ce qu'il faisait que ça m'a fait ressurgir en moi les souvenirs que j'avais de mon père et de ma passion pour la médecine. C'est comme ça qu'on décide, dû aux conséquences et au manque à certaines difficultés que nous constatons dans notre société. Par exemple, ma patronne, avec qui je travaille au bureau, a souvent du mal à se déplacer pour se procurer des médicaments bien qu'elle se fait examiner par son médecin. Parfois, c'est juste parce qu'elle n'arrive pas à trouver tous les médicaments. Souvent, c'est parce qu'elle a de la peine à se déplacer. Et nous avons rencontré plusieurs personnes comme ça. Après nos études, nous nous sommes rendus compte que beaucoup dans le Cameroun souffrent de ce problème. Et c'est de là que nous avons décidé de mettre sur pied une plateforme qui s'appelle SOS Pharma Express, qui aura pour but et pour objectif de mettre en relation non seulement les pharmaciens et les patients, permettre à tout patient de pouvoir retrouver tous les médicaments qu'il recherche sur la plateforme, qu'importe le médicament, que ce soit les produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et autres. Nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y a beaucoup de produits qui sont faits au Cameroun et qui ne sont pas connus par la population et tout. La population puisse connaître les produits faits au pays, au Cameroun. La plateforme ne s'arrête pas là. Elle va aller jusqu'à permettre aux patients de pouvoir prendre des conseils, prendre des rendez-vous avec des spécialistes. Car, comme j'ai dit au début, ma patronne qui a des problèmes de nerfs a souvent eu du mal à trouver un neurologue. Et ça fait partie des problèmes que nous voulons résoudre. Nous avons Madame Kamungwe Pauline et... Bref, nous avons Madame Kamungwe Pauline et Monsieur... Je me rappelle juste son prénom et je ne parviens pas à ouvrir mon Google Doc. Comment tu les as eus, ces prospects? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti les rencontrer et je leur ai expliqué ce qu'on voulait faire. Monsieur... Comment ça s'est passé? Je suis allé la rencontrer. Je lui ai expliqué... Marcher dans l'avion? Non. Et c'est une voisine. Elle n'est pas loin de notre bureau, à l'immeuble Shell. Je suis allé vers elle, je lui ai expliqué, puisqu'elle avait souvent des... Je me suis rendu compte qu'elle a des enfants à la maison qui souffrent, qui sont malades. Et constamment, elle a du mal à trouver des médicaments. J'en ai entendu parler souvent. Je l'ai entendu parler souvent de cela. Et je suis allé vers elle, je lui ai expliqué ce qu'on essayait de faire et tout. Elle m'a dit, bon, c'est bien, mais ça m'aiderait bien puisque j'ai souvent du mal à trouver des produits et tout. Et tout. J'ai même ma fille qui a accouché à la maison et il faut que je finisse le boulot pour aller lui chercher des médicaments à la pharmacie et tout et tout. J'étais à la pharmacie, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas, elle m'a donné le nom des médicaments, il n'y avait pas et tout. Je suis entré dans la base de données des pharmaciens qu'on avait et on a essayé de lui trouver
et où elle pouvait se procurer des médicaments et tout. Non, Bon, le c'était comme deuxième. ça. C'est un diabétique. D'accord. Oui, C'est et il avait les problèmes, il voulait les, j'ai oublié comment on appelle ça, le test, le glucomètre, voilà. Il voulait le glucomètre et je suis allé proposer mon service auprès de lui et nous lui avons livré le glucomètre. Bon, je peux dire, ce n'est D'accord. que ces deux-là. Concernant en ligne, parce que ça c'est physique. Oui, oui. En ligne maintenant. En ligne, je n'ai pas pu concrétiser. J'ai eu juste oui, vous faites dans quel service et tout. Et oui, tel produit, ça coûte combien? Parce que. Aucun contact, aucun numéro. Oui, c'est pas. Bon, au monsieur du diabète, j'ai vendu un glucomètre. Et il m'a dit qu'il voulait essayer les chaussettes pour diabétique, pour voir comme il a les problèmes des pieds. Donc nous sommes en train d'essayer de nous procurer ce produit-là pour lui. Et à la dame, elle a pris des sirops pour enfants. Le glucomètre, vous avez vendu à combien? Le glucomètre, on lui a laissé cela à 15 000. Et votre marge, c'était de combien? 2500. D'accord. Et le médicament? Le médicament, je n'ai pas eu de marge puisque j'ai considéré que je l'aidais pour le début. Donc, je l'ai aidé. Elle m'a dit qu'elle aura l'habitude de faire appel à moi et tout. Puisque le sirop, La livraison s'est faite comment? je suis allé chercher, comme elle est dans notre immeuble, oui, j'ai appelé mon ami avec qui je travaille, il est venu me remettre cela là-bas. D'accord. Et la livraison, le coût, qui a supporté le coût? Pour elle, c'est nous qui avons supporté, puisqu'on a considéré qu'on l'aidait. Et c'est une maman qui, je pense, elle va devoir nous rembourser ça d'une autre manière, quoi. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant les exercices? Bon, il y a le manque de temps. C'est-à-dire? J'étais vraiment occupé, même le week-end, je n'ai pas eu vraiment de temps. Et comme difficulté, c'était trouver les prospects, là, les 50 prospects. Je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Je suis allé, j'ai même voulu, aujourd'hui par exemple, j'ai fait plusieurs tours à la banque, tellement il y avait des messieurs, des personnes âgées qui avaient de la peine. Qui avait de la peine à se déplacer. Il était avec sa petite fille et il demandait qu'elle retire l'argent pour qu'ils aillent chercher ses médicaments et tout et tout. Bon, je suis allé essayer de lui expliquer. Je me suis rendu compte qu'il ne parlait pas français. Il parlait plus le patois et tout. Bon, voilà un problème. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, ça veut dire que tu fais quoi les derniers? Je suis au bureau. D'accord. Je suis au bureau où je travaille, monsieur. Tu travailles seul? Non, non, avec mes collègues. Et ils n'ont aucun des problèmes que tu as pu résoudre? Si je suis ta logique. Donc, j'ai mes stagiaires, par exemple, qui ont de la peine à trouver un projet. Parce que j'ai essayé de pratiquer l'exercice qu'on est en train de faire ici sur mes stagiaires. Et j'ai un particulièrement qui, quoi que je fasse, quoi que je dise, lui, il a beau chercher, il ne trouve pas. Quel peut être son problème? Il ne trouve pas un problème particulier chez lui. Non, ce n'est pas ça ma question. Oui. Ton projet, c'est de résoudre quel problème? Ah, la difficulté d'approvisionnement, de s'approvisionner des médicaments, des produits pharmaceutiques. Personne n'a ce problème. Comme nous l'avons vu la semaine passée, X de notre équation représente le problème, la solution et l'équipe. Et Y représente les personnes cibles et Z le moyen de communication. Bon, par rapport à mon projet SOS Pharma Express, la difficulté que nous avons rencontrée dans le problème, c'est la difficulté de s'approvisionner des médicaments. Ça, c'est le problème qu'on a rencontré. La solution qu'on a proposée est de mettre sur pied une plateforme de livraison de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à domicile. Comme équipe,
pour mettre sur pied cette plateforme, j'aurais besoin d'un développeur d'application, et des pharmaciens et moi-même. Les personnes, comme Y qui est la population cible, nous avons ciblé les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les mères d'enfants, bien sûr, et les autres. Z qui est le moyen de communication, nous allons communiquer beaucoup plus sur les réseaux sociaux, les plateformes, ma plateforme Facebook, site web, mon application SOS Pharma Express. Alors, je pense que c'est un très bon exercice qu'il faudrait que chacun fasse. Parce que déjà que ça introduit ce qu'on va voir aujourd'hui, mais surtout, ça vous permet de confronter votre projet à d'autres avis. Parce que comme vous voyez, les questions vont dans tous les sens. Et chacun pose des questions en fonction de sa perception, en fonction de ses connaissances, en fonction de ses réalités, qui ne sont pas identiques aux vôtres. Quand vous avez un projet, la première chose qu'il faut faire, c'est communiquer. Il faut communiquer au maximum de personnes pour que ces personnes-là vous donnent des retours sur des points de vue, sur des aspects dont vous n'avez pas conscience forcément. Moi, c'est comme ça que je commence tout projet que j'ai. Ça veut dire que dès que je pense à quelque chose, il faut communiquer. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a Internet, où en quelques minutes, tu peux toucher des milliers de personnes qui vont te donner des avis. Et ils te donnent des avis même gratuitement. Ça veut dire qu'ils vont te dire, il y a tel élément qui ne marche pas, il y a tel élément, il y a telle difficulté que vous allez rencontrer. Moi, j'ai déjà eu à essayer ça, j'ai rencontré des difficultés à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Ça te permet de refaire un feedback arrière, ou un feedback tout simplement, puisque c'est déjà arrière, et d'essayer de comprendre comment est-ce que je fais pour résoudre les différentes problématiques que les gens ont eu à poser. Alors, vous avez posé de très bonnes questions concernant le projet, mais ce qui est important pour moi, ce n'est même pas le projet en lui-même, c'est plutôt la structure. Parce que c'est ça qui va aider tous les autres. Donc, je ne veux pas forcément qu'on entre profondément dans son projet pour aller en détail. Ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est sur la structure. Et la première chose qu'on peut se rendre compte dans la structure de son projet, c'est que, et on l'a dit la dernière fois, on a dit que le problème, ou plutôt le projet commence par le problème. C'est-à-dire le P. Et il y a un gros problème avec son P. Le gros problème avec son P, c'est que son P est trop vague. Et je vais reprendre ce qu'il a écrit. Difficulté de s'approvisionner des médicaments. Je pense que c'est ça que tu as écrit. C'est trop vague. Qui peut me dire pourquoi c'est vague? Pourquoi est-ce que je dis que c'est vague? Oui. Oui, il n'y a pas de référentiel, mais plus précisément, oui. Ce n'est pas précis. Pourquoi ce n'est pas précis? Il y a d'abord ça qui retient l'attention aux médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de médicaments. Il y a plusieurs catégories de médicaments. Quelle est la catégorie des médicaments qui fait l'objet d'une difficulté d'approvisionnement? C'est ça qu'il faut préciser d'abord. Tu ne peux pas juste dire difficulté d'approvisionnement. Tu ne peux pas livrer tous les médicaments. C'est impossible. Déjà que même toutes les pharmacies n'ont pas tous les médicaments. Donc, quand tu mets seulement médicaments, là, c'est vague. Parce que ça ne nous dit pas exactement quelle est la catégorie de médicaments pour laquelle il y a des difficultés d'approvisionnement. Lorsque tu dis difficulté d'approvisionnement, l'approvisionnement vient de qui? Ça vient de qui l'approvisionnement? Parce que quand tu dis difficulté d'approvisionnement, ça peut venir de plusieurs causes. Ça peut être que les pharmacies ont le médicament, mais les gens n'ont pas l'accès à l'information. Ça peut être ça. C'est qu'il y a les médicaments dans les pharmacies, mais les gens ne savent pas dans quelle pharmacie ça se trouve. Et ça entraîne une difficulté d'approvisionnement parce que les gens n'arrivent pas à s'approvisionner. Encore que ça, c'est le B2C. Parce qu'on peut aussi aller en B2B, c'est-à-dire que les hôpitaux qui essaient de s'approvisionner des pharmacies. Et ça, c'est une autre problématique qui n'est pas la même que les individus qui s'approvisionnent à la pharmacie. Ça peut être que la pharmacie n'a pas le stock de médicaments suffisant pour couvrir le besoin. Ça, c'est un autre problème qui est différent. Parce que si la pharmacie n'a pas le stock de médicaments qui permet de couvrir le besoin, que ce soit des hôpitaux ou alors des personnes physiques, le problème il est plus en amont encore parce que les médicaments ne sont pas fabriqués ici. Ça veut dire que quand je pose la problématique comme ça, au niveau des médicaments, déjà on ne sait pas de quel médicament il s'agit. Au niveau d'approvisionnement, on ne sait pas de quel problème d'approvisionnement il s'agit. Et c'est la même chose avec l'équation entrepreneuriale et c'est ça qui est cynique aussi.
C'est-à-dire que si tu rates le problème, si tu rates l'énoncé du problème, si le problème n'est pas suffisamment circonscrit, le problème que ça va entraîner, c'est quoi? C'est que la solution ne sera pas correcte. La solution, elle aussi, sera vague. L'équipe sera vague. Les moyens de communication, la population cible, tout ça, ça sera vague. Et ça s'explique. Parce que lui, il met difficulté de s'approvisionner des médicaments. C'est tellement vague. C'est pour ça que dans la solution, maintenant, il dit livraison des produits. Il ne met plus médicaments. Ce n'est pas la même chose. Je veux dire, produits et médicaments, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses totalement différentes. Alors, il met de produits pharmaceutiques. Produits pharmaceutiques et médicaments, ce n'est pas la même chose. C'est différent. À domicile. Bon, moi je me demande, est-ce que le problème d'approvisionnement, c'était à domicile? Donc, en fait, lui, il a maintenant une solution qui correspond à son point de vue personnel. Ce n'est plus le problème qu'il a posé au départ. Et pourquoi est-ce que ça devient vague et subjectif? C'est parce que le problème n'est pas précis. C'est parce que le problème n'est pas orienté de façon spécifique. C'est la raison pour laquelle on se retrouve à papillonner. Et maintenant, il a dit livraison de produits pharmaceutiques à domicile. Maintenant, dans l'équipe, je vois qu'il faut un développeur. Il faut un développeur. Il suppose que c'est pour créer une application, un site internet et tout ça. Bon, la question que je vais poser, c'est est-ce que ceux qui ont des difficultés d'approvisionnement des médicaments, est-ce que c'est parce qu'il y a une absence de site internet? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une application qu'ils ont cette difficulté d'approvisionnement? En fait, vous voyez comment ça est en train d'aller dans tous les sens. Parce qu'en fait, le problème n'est pas bien circonscrit. Le problème n'est pas précis. Vous travaillez sur le projet depuis combien de temps? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une minute de silence? Pour les 6 mois perdus, inutilement. Parce qu'il faut le faire, une minute de silence. Parce qu'on va voir la gestion du temps tout à l'heure. Donc ça, c'est les gens qui ont un luxe. Ce sont les gars luxueux. Si on évaluait la richesse avec le temps, c'est que c'est des gars milliardaires. Oui, c'est des milliardaires. C'est que c'est les gars qu'on dit que c'est les Dangote du temps. Ça veut dire qu'ils ont 6 mois à perdre. Ils perdent 6 mois juste pour réfléchir. Que bon, l'application, comment on peut faire l'application pendant 6 mois. C'est un luxe que vous ne devez pas vous permettre. Ça veut dire rester pendant 6 mois, papillonner sur des idées. C'est inutile. Je suis sûr que le simple fait de présenter son projet devant vous, là, ça va changer la vision du projet demain. Rien que le fait de parler avec les gens. Je n'ai même pas voulu mettre les éléments sur la déontologie et l'éthique médicale, qui ne permet pas de vendre les médicaments n'importe comment, qui ne permet pas de distribuer les médicaments n'importe comment, qui ne donne même pas qualité à n'importe qui à faire ce type de prestation. Sinon, toutes les pharmacies auraient déjà leur plateforme en ligne où ils vendent leurs médicaments. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Je n'ai même pas encore envie d'entrer là-bas. C'est encore une autre contrainte qui est très compliquée. Je reste juste sur le fait entrepreneurial. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut rester entre nous les amis. On se dit que bon, j'ai mon ami, il est pharmacien, j'ai mon ami, il est ceci. Je vais causer avec lui. Et de toutes les façons, on a peur qu'on vole notre idée. On va voler notre projet. Donc, mieux on cause entre nous et puis on se lance. Et puis après 3 mois, c'est un témoignage. Donc, en fait, il est extrêmement important de communiquer quand vous avez un projet. Ça n'enlève rien. On ne peut pas copier votre cerveau. Même si je vous explique exactement comment j'ai envie de faire mon prochain projet que je vais commencer en janvier, vous ne pouvez pas le faire comme moi. Ce n'est pas possible. C'est impossible en fait. Même si vous le faites, je vais le faire autrement. Donc ça n'enlève en rien. N'ayez pas peur. Et même si tu le fais, est-ce que si on te dit de livrer les médicaments seulement ici à Yaoundé, tu peux livrer tout Yaoundé? Tu ne peux pas. Même si on te donne tout le marché de Yaoundé, ça va te dépasser. Je prends même une autre contrainte, toujours avec les pharmacies. Les pharmacies, en fonction des villes, n'ont pas les mêmes réalités. Je prends un exemple. À Douala, les pharmacies de gars ne servent à rien. Il y a des pharmacies à Douala qui sont 24 sur 24. J'en connais au moins 9. Il y a des pharmacies qui ne ferment jamais. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Une s'appelle la pharmacie Douala, qui est à côté de Touristique. C'est une pharmacie qui ne ferme jamais. Et ils sont ouverts de lundi à dimanche. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc le patient n'a même pas besoin de savoir si c'est des gardes. Il se lève à n'importe quelle heure, il achète. Point.
Donc, ils n'ont pas le même problème qu'à Yaoundé. À Yaoundé, c'est ici qu'il y a les histoires de pharmacie de garde. Là-bas, il n'y a pas ce problème. Il y a plusieurs pharmacies qui n'ont pas ce problème. J'ai dit un truc la dernière fois. C'est parfois con de penser que c'est tous les autres qui sont cons. C'est parfois con de penser que ce sont tous les autres qui sont cons. Parce que quand tu te retrouves dans un pays comme le Cameroun et tu te rends compte qu'il n'y a pas une plateforme en ligne où on vend les médicaments, la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi ça n'existe pas. Parce que c'est con de penser que toutes les autres pharmacies, c'est des cons. Et qu'il n'y a aucune personne dans ces pharmacies qui n'a pensé un jour qu'il peut créer une plateforme où les gens pourraient juste venir acheter les médicaments sur leur plateforme. Je ne pense pas que tu as plus de compétences ou plus d'argent qu'eux. Ça veut dire que s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui empêche qu'ils puissent le faire. Ça peut être sur le plan institutionnel, ça peut être sur le plan purement logistique, qui rend la logistique très compliquée. Il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure. Si 50 personnes commandent le médicament en temps réel, comment tu fais pour livrer les médicaments en respectant le délai de 1 heure? Non, je veux dire, même si tu as 50 personnes, ils ne travaillent pas tous en même temps. Tu ne vas pas avoir 50 personnes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 24. Ce ne sont pas les robots. Ils vont livrer avec quoi? Les motos, avec la voiture, chacun aura un véhicule. Comment ils font si on commande 50 médicaments? Il faut circonscrire le problème dans un premier temps. C'est extrêmement important. Si tu ne circonscris pas le problème, pour pouvoir le résoudre étape par étape, tu vas te retrouver dans une situation comme ça où finalement tu ne résous rien. Et tu es en train non seulement de perdre ton temps, et même quand la solution sera disponible, ça ne va aider personne. Parce que ça peut même être pertinent, mais après les gens sont frustrés parce que ce que tu as promis, ça ne s'atteint pas comme objectif. Tu as dit 1 heure, quelqu'un commande, c'est 2 jours après qu'on dit que ouais, pardon, on avait oublié vos appels. On vient de voir votre mail, c'était dans les spams. Comment on fait? On dit que non, le patient est mort, vous êtes des idiots, vous êtes des criminels. Ça fait rigoler, mais c'est pertinent. Parce que quelqu'un peut être aux urgences, il a son patient qui vient d'avoir un AVC. Et puis on lui dit qu'il faut un médicament. Il se dit que non, il y a une plateforme là, c'est 1 heure. Il appelle, l'attend, c'est 1 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. On dit non, le patient vient de mourir. Vous pensez qu'il va attribuer ça à qui? Vous savez que nous sommes caractérisés par le fait que quand quelque chose arrive, on veut attribuer à quelqu'un d'autre. On veut attribuer la responsabilité à quelqu'un. Et si je sais que j'ai commandé le médicament chez vous, et vous n'avez pas livré à temps et la personne est décédée, la conclusion que je vais garder à vie dans ma tête, c'est que c'est à cause de vous que la personne est décédée. Parce que si vous aviez respecté le temps, la personne ne serait pas morte. Quand on suit encore ton projet, on a l'impression que tu es quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Ça se voit dans le projet. Donc quand je lis l'équation, je sens que c'est quelqu'un qui n'aime pas... L'argent, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. C'est quelqu'un qui aime aider. Est-ce que vous savez qu'en regardant juste l'équation entrepreneuriale d'un projet de quelqu'un, je peux savoir sa psychologie? Ça, c'est l'équation de quelqu'un qui aime aider. C'est quelqu'un qui a une intelligence intrapersonnelle, émotionnelle, ou tout au plus interpersonnelle. C'est quelqu'un qui aime résoudre les problèmes dans son pays, qui aime que les gens soient dans une situation harmonieuse. Parce que ça, c'est l'équation type de quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'argent. Parce que pour gagner de l'argent avec ça, l'équation qu'il faut résoudre au moins 29 inconnus. Pour gagner de l'argent. Parce que c'est extrêmement compliqué de gagner de l'argent avec ce type de projet. Extrêmement compliqué. Moi, quand je consultais les patients à l'hôpital, je consultais les patients, j'ai réussi à définir un profil de patient qui me permet de savoir quel est le type de projet entrepreneurial qu'ils peuvent faire. Et je vous dis que quand je regarde l'équation entrepreneuriale de quelqu'un, je peux savoir son profil. Je peux même avoir quelques éléments sur ses antécédents. Et ça se vérifie. C'est juste que bon, je n'ai pas envie d'indexer. Ça se vérifie. Et que quand je regarde ton projet, je peux savoir les difficultés que tu as rencontrées quand tu étais jeune. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'environnement dans lequel on a grandi nous conditionne à avoir un certain type de projet. Ça n'est pas anodin. Toutes les personnes qui font des projets purement sociaux ont eu des difficultés quand ils étaient jeunes. Sans exception. Si vous voyez quelqu'un qui a un projet social, qui défend un projet social, une cause sociale, avec beaucoup de témérité, la personne a eu des difficultés quand il était jeune. Maintenant, les difficultés peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être que la personne a grandi dans un foyer où peut-être ses parents ne les aimaient pas,
ou peut-être des foyers divorcés, ou alors séparés, ou alors c'est quelqu'un qu'on violentait beaucoup quand il était jeune ou quand il était jeune. Et quand je parle de violence, c'est psychologique, physique et tout ce que vous pouvez imaginer. Faites des investigations et vous allez voir. Parce que ton projet pour gagner de l'argent, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Comment est-ce que tu vas faire pour gagner de l'argent lorsque tu es dans un pays où les vendeurs ambulants ont pris le pouvoir et où ils ont instauré une mafia et un lobbying tellement fort que même l'État n'arrive pas à les faire partir. Ils sont là au coin des rues. Tout le monde les connaît. Ils s'approvisionnent au même endroit. Leurs médicaments, ce n'est pas les médicaments. L'approvisionnement est parfois identique à celui de la pharmacie. Hein. Je dis parfois identique. Hein. Ce n'est pas eux qui fabriquent ça. Donc, comment tu fais dans ce type de situation? Lorsque tu as envie d'adresser ta solution à tout le monde, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Qui va aller sur la plateforme commander un médicament de 300? Et même s'il commande, comment tu rentabilises un médicament de 300? Si quelqu'un commande un médicament sur ta plateforme et c'est un faux médicament, toi tu n'en as pas conscience. Et je tiens à te préciser que même en pharmacie, on vend les faux médicaments. Quand je dis faux médicaments, ça veut dire que c'est un médicament dans lequel parfois le principe actif n'est pas celui qui est écrit sur la boîte. Et quand on peut dire paracétamol, mais à l'intérieur, ce n'est pas du paracétamol, ou parfois il n'y a aucun principe actif. Quand on dit faux médicament, ça veut dire qu'on peut écrire paracétamol 1 gramme, mais à l'intérieur, ce n'est que 500 mg par comprimé. Ce qui fait que le médecin va prescrire au patient boire 1 gramme toutes les 3 heures ou toutes les 6 heures, par exemple. Mais quand le patient va boire exactement ce que le médecin a dit, étant donné que le médicament n'est pas dosé comme c'est écrit sur la boîte, il boit mais il ne guérit pas. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un commande un médicament sur ta plateforme, il boit le médicament et juste après, il meurt? Ou il convulse? Dans ce cas, qui est responsable? Les pharmacies ou ta plateforme? Ou celui qui a livré? Qui? C'est lui-même qui est responsable de sa mort. Parce que je tiens à préciser qu'il y a tellement... En fait, il y a trop d'éléments à prendre en jeu, tellement d'éléments à prendre en jeu que ça rend l'équation plus compliquée. Et ça fait en sorte que la rentabilité s'efface carrément. Et tu entres dans un type de projet où ce n'est que les problèmes que tu vas gérer au quotidien. Donc c'est un projet où tu seras au tribunal peut-être chaque semaine. Oui. Chaque semaine, la porte de la prison est en train de s'ouvrir pour recevoir. Pourquoi tu veux commencer l'entrepreneuriat de façon aussi compliquée? Pourquoi? Quand j'ai déjà capitalisé, quand je me suis déjà fait un nom avec ce projet, que je décide maintenant d'ajouter un deuxième produit. Maintenant, je vends les chaussettes. Maintenant, je vends les talons. Maintenant, je vends les diabétiques oraux, les antidiabétiques oraux. Maintenant, je vends tel autre produit, tel autre produit. Mais là, les gens connaissent déjà le produit avec lequel je me suis fait un nom et je capitalise maintenant avec les autres produits. Au lieu de vouloir proposer un produit qui va toucher tout le monde au début, alors que tu n'as pas les moyens de le faire, et au final te casser la gueule. Voilà comment il faut orienter vos projets. Ça ne sert à rien de vouloir résoudre tous les problèmes au début. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes au début. C'est impossible. Donc, s'il y a quelque chose sur lequel vous devez vraiment vous appesantir, c'est sur le problème. Il faut tout faire pour que le problème soit le plus spécifique et le plus orienté possible. Si le problème est vague, ça va entraîner ce qu'on a vu tout à l'heure lors des débats. Et les gens ne comprendront pas pourquoi ils doivent aller sur votre plateforme en fait acheter un médicament alors qu'ils ont le médicament en fait partout. À des coûts bien plus faibles, dans un délai bien plus court. C'est-à-dire que ça reviendrait moins cher et plus rapide de voir un enfant au quartier, de lui donner 500, que va m'acheter le médicament au lieu de commander sur votre plateforme. C'est l'enfant, non, jamais il va venir plus vite. Et ça va coûter moins cher. Parce que c'est souvent ça. C'est que chacun veut dire que je suis CEO. Je crée ma plateforme.
Même si le chiffre d'affaires c'est 0, mais j'ai créé ma plateforme. Ce qui est important, c'est l'argent. Ce n'est pas d'impressionner les gens. Si c'est que ta plateforme ne peut pas te générer d'argent, c'est inutile. Et n'essayez pas de faire ce que les multinationales font. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, au début, on veut juste se faire connaître. Même si on perd de l'argent, c'est juste pour se faire connaître. On va gagner l'argent après, mon frère. Laissez ça à Orange. Orange peut décider de sortir 1 milliard et lancer ça pour dire que bon, on veut tester quelque chose. Ils peuvent décider de faire ça. Parce que leur chiffre d'affaires, c'était 500 milliards. Donc on enlève 1, on teste quelque chose. Les 499 qui restent, on a à sécuriser la rentabilité, on a à gérer les charges, on a à tout faire. Maintenant, si les 1 milliard ne fonctionnent pas, bon, on met ça dans les pertes de l'entreprise. Que bon, c'était dans la recherche et le développement. Toi, tu commences ton projet, tu as 100 000. Et tu commences à dire qu'il faut tester les choses. Il faut que les gens m'aiment. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On va continuer et de temps en temps, on va prendre un deuxième. De temps en temps, on va prendre un troisième. Première chose qu'on va voir, c'est mon problème, ma solution, mon équipe, mon marché et mes moyens de communication. Alors, ici, il est question d'entrer en profondeur sur l'équation entrepreneuriale, un peu comme on l'a vu la dernière fois. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais remettre l'équation entrepreneuriale x égale à y plus z. Et je commence par le premier élément, le problème. Je commence par le problème. Donc, je vais détailler chacun des éléments pour que vous puissiez prendre en considération et comprendre ce qu'il faut évaluer avant de déterminer ou alors de choisir le problème. Ensuite, on va aller sur la solution. Ensuite, on va aller sur l'équipe. Ensuite, on va aller sur la population cible. Ensuite, on va finir par les moyens de communication. Alors, ça, on a commencé à le voir la dernière fois. Mais aujourd'hui, je vais entrer en profondeur sur les différents éléments pour qu'on puisse exactement comprendre de quoi il s'agit. La dernière fois, on a vu que ce ne sont pas tous les problèmes qui sont pertinents à transformer en opportunités d'affaires. On a pris quelques exemples avec, par exemple, les cyber. On a pris les exemples avec les cabines téléphoniques. On a pris les exemples avec les callbox. On s'est rendu compte que ce sont des produits et des services qui étaient proposés et qui sont en train de disparaître progressivement. Parce que le problème qu'ils avaient ciblé est en train de décroître avec le temps. Et quand le problème décroît, l'opportunité est aussi en train de décroître progressivement. Et qu'il était donc question d'analyser les 7 caractéristiques d'un problème avant de pouvoir identifier quel est le problème qui est le plus pertinent et ce par quoi je vais débuter. Donc, vous qui avez rempli les fiches de consultation, vous qui avez des projets, chaque fois que je vais présenter des caractéristiques, il faut essayer de voir est-ce que le problème que je résous dans mon projet là, est-ce que ça remplit au moins une des caractéristiques? Si ça ne remplit pas ça, il faut réajuster rapidement, sans avoir besoin de me poser une question. Pardon, non, c'est pas on a envoyé, ça veut dire quoi? On peut changer. Donc, il est extrêmement important de prendre en considération ces caractéristiques. Sinon, vous allez vous lancer dans un projet qui, progressivement, va disparaître. Alors, la première caractéristique, comme je l'ai dit, est-ce que le problème est réel ou non? Réel ou non? Alors, pour bien expliquer ça, je vais faire un schéma de 2 cercles qui sont en intersection. Donc, je vais mettre un là. Et je mets un deuxième ici. Alors, le premier cercle, je vais l'appeler les bonnes idées. Le deuxième, je l'appelle les mauvaises idées. Et je vais assurer l'intersection entre les 2 cercles, juste ici. Et l'idéal, c'est que votre projet se trouve ici. L'idéal, c'est que votre projet soit l'intersection entre une bonne et une mauvaise idée. Je vais expliquer en prenant l'exemple avec un projet qui constitue une bonne idée, un projet qui constitue une mauvaise idée, et je vais prendre un exemple d'un projet qui est l'intersection entre les deux. Alors, je commence par une bonne idée. Si vous restez à la maison, vous pensez à un problème, vous rédigez un document qui explique comment le problème se caractérise, la solution que vous allez mettre sur pied, jusqu'à ce que vous faites des projections, comment vous allez devenir milliardaire d'ici 5 ans. Si vous réussissez à faire ça seul à la maison, ça veut dire que ce n'est pas compliqué. Si vous avez réussi à faire ça seul, ça veut dire que ce n'est pas compliqué. Ça veut dire que c'est un problème dont d'autres personnes
peuvent aussi l'objectiver et voir qu'on peut le faire comme ça. Et la plupart des bonnes idées, il existe déjà des monopoles. Parce que vous n'êtes pas le seul à penser comme ça. Je veux dire, il est souvent con de penser que tous les autres sont cons. Qui peut me donner un exemple de problème dans lequel il y a déjà des monopoles? La télécommunication. Aujourd'hui, il y a 2 opérateurs mobiles, dont un a 8 millions d'abonnés, le deuxième a près de 7 800 000. Et vous savez combien le troisième a? Et il s'appelle comment? Non, le troisième, ce n'est pas celui-là. Nextel a combien d'abonnés? Environ 2 millions. Et le quatrième, le champion national. Est-ce qu'on peut applaudir pour le champion national? Je vais vous donner quelques statistiques. Orange a eu à publier des statistiques en 2017. En 2017, Orange Cameroun, tout Orange Cameroun avait 659 employés. Tout Orange. Au Cameroun. Orange Cameroun. Et à ce moment donné, ils avaient environ 6 millions de personnes qui étaient abonnées. Actuellement, ils sont à 7 millions, 8, presque 8. Vous savez combien d'abonnés Camtel a? Vous savez combien d'employés Camtel a? On a près de 4 000 employés. Ou 200 000 abonnés. Pourtant, c'est eux qui donnent la connexion à tous les autres. C'est eux qui ont l'exclusivité de la fibre optique. Alors, dans le paradoxe dans lequel nous sommes. Alors, donc, les monopoles, on a les télécommunications. Ça veut dire que si vous vous lancez dans les télécommunications aujourd'hui, en fait, vous allez vous partager peut-être 1% qui reste. Parce que les autres ont déjà tout encerclé. On a pris l'exemple du poisson. Quoi d'autre? Les eaux minérales, c'est encerclé déjà. Si vous décidez de vous lancer dans les eaux minérales aujourd'hui, vous allez vous partager peut-être 0,3% du marché avec les autres. Quoi d'autre? L'électricité, oui. Quoi d'autre? Quel autre secteur il y a déjà un monopole? Oui. Oui, le sucre. Il y a même un monopole quasi exclusif. Ça veut dire que c'est la même personne qui produit, c'est la même personne qui importe depuis 2018. Et c'est un étranger. Le ciment, oui, aussi, il y a des monopoles. Les boissons gazeuses, oui. Et même la boisson en général, la bière même. Quoi d'autre? Les banques, oui, il y a des monopoles au niveau des banques. Si vous décidez d'ouvrir une banque aujourd'hui, vous allez vous partager un très petit pourcentage du marché parce que les autres sont déjà encerclés. Quoi d'autre? Les produits laitiers, oui, il y a un monopole quasi exclusif. Quoi d'autre? Les emballages? En verre, oui. En fait, tout ce qui est emballage en verre, c'est un monopole même exclusif. Ce n'est même pas comme s'il y a encore des gens qui se partagent. C'est exclusif. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des monopoles? C'est parce que le problème est évident. Tout le monde voit qu'on a besoin de communiquer. Et c'est évident. Si tu es le seul à voir ça dans ta chambre, sache qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont vu ça. Tout le monde a besoin de manger tous les jours, donc c'est évident. Les gens ont besoin de boire du lait, c'est évident. Les gens ont besoin de boire de l'eau, c'est des choses évidentes. Donc tout le monde voit que c'est évident. Mais le problème qui se pose, c'est que pendant que toi tu vois que c'est évident, il y a aussi les milliardaires qui voient que c'est évident. Donc eux aussi se lancent. Et quand ils se lancent en même temps que toi, la particularité c'est que quand par exemple ils décident d'investir 53 milliards, comme il y a une entreprise dernièrement que je ne vais pas citer, dans les packaging, toi tu es en train de te battre pour produire 100. C'est ça la différence de vous deux. Eux, ils investissent 53 milliards pour optimiser la production. Ce n'est même pas pour créer une usine. Avant, j'aimais souvent prendre l'exemple des lunettes 3D. Toujours à l'hôpital, des gars qui ont fait des lunettes 3D pour que ça facilite les opérations chirurgicales, machin. Il faut stopper ça. Ça, ce sont les mauvaises idées. On a des problèmes plus urgents à gérer. Donc, il faut éviter d'être soit dans les mauvaises idées, soit dans les bonnes idées au début. Qu'est-ce que j'appelle l'intersection entre les bonnes et les mauvaises idées? Je vais vous prendre un exemple. L'exemple, c'est lequel? Je vais prendre des exemples avec ce que j'ai fait moi-même, pour que ce soit plus facile. Alors, quand moi j'ai fini mes études de médecine, nous sommes en 2014, je décide de me lancer en entrepreneuriat dans un projet médical. Et le projet, c'est SOS Médecins Cameroun. Et au début, qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de se dire que nous allons faire des consultations à domicile. Alors, quelle est la particularité des consultations à domicile? C'est que, à la fois, ce n'est ni une bonne idée, ni une mauvaise idée. Et j'explique pourquoi. C'est à la fois les deux. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée parce que
Les gens en ont marre de s'aligner à l'hôpital. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui... Quand on pense même qu'on sera malade, le simple fait de savoir qu'on va aller à l'hôpital nous rend plus malade que la maladie. Parce que tu sais que parfois tu vas passer toute la journée, tu vas t'aligner longtemps, tu vas durer pour voir l'infirmière, durer pour voir le médecin et tout ça. Donc forcément, c'est énervant. Donc ce qui fait que si on te dit que le médecin peut venir à domicile te consulter, oui, ça a l'air d'une bonne idée. Parce qu'en soi, oui, ce sera plus facile, on va gagner en temps, il va prendre plus de temps pour t'écouter, etc. Donc, voilà l'aspect où c'est une part de bonne idée. Alors, l'aspect où c'est une part de mauvaise idée, c'est laquelle? C'est le fait que quelqu'un t'appelle, docteur, ça ne va pas, j'ai mal à la poitrine. Ok, vous êtes dans quel quartier? Emana. Ok, donnez-moi 1 heure de temps, j'arrive chez vous. Et quand vous arrivez, vous appelez, ça ne passe plus. Et il faut rentrer. Le numéro ne passe plus. Je vais même aller plus loin. Vous arrivez à domicile. Vous appelez, il décroche. Vous arrivez à domicile. Vous dites que oui, je suis le docteur tel, machin, machin, machin. Il vous regarde. Ton diplôme est où? Est-ce que vous, les gens des bus là? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vendez un produit en ligne, il y a 2 valeurs. Il y a la valeur perçue et la valeur réelle. En ligne, c'est les images des médecins bien beaux, bien habillés, friqués. Les gars sont professionnels. Mais quand tu arrives à domicile, ils te voient, ils regardent la photo, ils disent, hey. Non, 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 il va mieux, il va mieux. Ça va, ça va. C'est juste un petit mal là, c'est bon. Je ne compte pas les cas où tu finis de consulter, tu donnes le diagnostic, il dit, hey, donc c'est seulement le palu. Non, non, non. Donc tu veux qu'il te donne 15 000 pour le palu? Non, non, non. Non, il va te donner 7 000. Tu as fini de consulter, tu as donné l'ordonnance. Il te dit qu'il va te donner 7 000. Et je ne prends pas les cas où tu arrives à domicile et puis la maladie se complique. C'est un enfant te dit qu'il chauffait, tu arrives à domicile, il commence à convulser, il commence à avoir, par exemple, il commence à vomir du sang et tout ça. Et toi, tu n'as pas le plateau technique pour le prendre en charge à domicile. Et tu peux, le temps que tu l'amènes à l'hôpital, tout peut se passer en route et c'est toi le responsable. Donc, en fait, c'est là où ça devient donc une mauvaise idée parce qu'il y a tellement de difficultés sur le plan logistique à pouvoir l'implémenter que, en fait, lorsqu'on regarde notre contexte, ce n'est pas une idée qui soit bonne. Donc, à la fois, il y a l'aspect bonne idée et à la fois, il y a l'aspect mauvaise idée. Maintenant, le grand challenge, c'est de trouver l'équation qui vous permet d'apporter cette solution-là, malgré le fait que ce soit à la fois une bonne et une mauvaise idée. C'est là où ça entre donc dans l'intersection de la bonne et de la mauvaise idée. Chaque fois que nous on présentait ce projet aux gens et ils nous expliquaient tous les aspects de la mauvaise idée, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On notait et on faisait des brainstorming pour essayer de ça. Un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que tu dois stopper ton projet. Hein. J'espère que tu as compris la leçon. Tu dois prendre en considération ce qu'on a dit et tu essayes de savoir si tu as des solutions à proposer par rapport à ça. Si tu trouves des solutions, vas-y. Tu peux trouver une équation que nous, peut-être, on n'a pas pour le moment. Donc, ne stoppe surtout pas. Il faut juste prendre en considération ce qu'on a dit. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous, on faisait des brainstorming pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour apporter une solution à ce problème-là. Et chaque fois qu'on avait une nouvelle solution, on essayait de l'implémenter. Je me rappelle une fois, on a commandé des tasers. Ça, c'était pour le problème sécurité. C'était genre, si en route un jour, la nuit à 2 heures, les gars essaient de nous agresser. Il faut que dans le sac du médecin, il y ait un appareil pour le neutraliser. Je veux dire, ça faisait partie des éléments de notre brainstorming. Et finalement, on a réussi à le faire, on a commencé à le faire. Et au quotidien, on ajustait, on ajustait, on ajustait, on ajustait, on ajustait, on ajustait. Et aujourd'hui, nous sommes toujours l'une des seules structures institutionnelles à le faire au Cameroun. Et la particularité aussi, c'est quoi? C'est que l'intersection, il y a ce qu'on appelle les vides juridiques. Alors, le vide juridique, c'est lorsque sur le plan juridique, on n'a pas encore défini une loi concernant un secteur d'activité bien précis. Et chaque fois qu'il y a un vide juridique, c'est une incroyable opportunité. Et les vides juridiques entrent dans l'intersection entre les bonnes et les mauvaises idées. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un vide juridique, ceux qui ont beaucoup d'argent ne vont pas se lancer dans cette activité officiellement. Jamais. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ceux qui ont beaucoup d'argent, on les observe aussi beaucoup plus facilement. C'est que s'ils lancent une activité qui est illégale ou pour laquelle il n'y a pas encore une loi, on va les attaquer directement. Ils ne peuvent pas le faire.
Ils ne peuvent pas faire une mauvaise idée parce qu'ils ont beaucoup d'experts qui leur disent que non, la logistique c'est très compliqué, il y a tel élément, tel élément, tel élément, tel élément. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Ce qui fait que l'intersection, en fait, est laissée à ceux qui sont téméraires. Si tu es téméraire et tu te lances dans l'intersection, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de monopole. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après, il n'y a toujours pas de monopole dans les consultations à domicile, dans les visites à domicile. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours un vide juridique dessus. Donc, si tu es suffisamment téméraire et que tu identifies une opportunité pareille, tu peux avoir une croissance très rapide, en très peu de temps, sans avoir quelqu'un qui a un monopole et qui t'empêche de progresser. Et il y a beaucoup de secteurs d'activité comme ça. Alors, un problème qui est définissable, c'est un problème qui, lorsque vous présentez cela à une population, elle comprend directement ce que vous êtes en train d'apporter comme solution. Je vous prends un exemple. Lorsque vous faites, par exemple, un cours de mathématiques, à la fin du cours, le professeur vous donne une évaluation. Dans l'évaluation, il y a l'énoncé de l'exercice. C'est ça que le professeur aimait toujours dire, il faut bien lire l'énoncé. Parce que pour bien résoudre un problème, il faut d'abord bien lire l'énoncé. On vous donne l'énoncé et puis on vous demande de résoudre l'exercice tout simplement. Alors quand vous êtes entrepreneur, c'est vous qui devez rédiger l'énoncé vous-même. Et faire en sorte que la population cible lise l'énoncé et à travers l'énoncé comprenne la solution que vous êtes en train de vouloir apporter. Et je peux vous dire que c'est un exercice qui n'est pas facile. Parce que vous pouvez avoir un bon problème que vous avez identifié, mais vous rédigez mal l'énoncé. Et quand vous rédigez mal l'énoncé, les gens lisent l'énoncé et ne comprennent pas ce que vous êtes en train de vouloir résoudre et n'achètent pas. Je prends un exemple. Dernièrement, on a fait l'exercice ici sur les échecs. Il y a un premier qui est passé, il a parlé de ses échecs peut-être pendant 5 minutes. À la fin, j'ai posé la question, est-ce que tu peux me donner son échec? Il y a des gens qui disent que je n'ai rien compris. En fait, c'est la même chose. D'autres disaient que non, il n'a pas eu d'échec. En fait, lui, quand il se levait, dans sa tête, il connaît son échec. Donc, il a son problème qu'il a identifié, qu'il connaît très bien. Il se place donc devant les gens. L'énoncé qu'il donne aux gens de son échec ne corrèle pas avec l'échec que lui, il a dans sa tête. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ont une mauvaise perception de ce qu'il est en train de dire. Et les gens ne comprennent pas. Et les gens ne vont pas acheter. Il y a donc des projets pour lesquels il est difficile d'expliquer aux gens ce que tu es en train de résoudre. Je vous prends un exemple de problème d'abord qui est facilement définissable. Si vous arrivez à la poste centrale à 14 h, dans les embouteillages, vous allez voir des gars qui ont des mouchoirs. Ils se baladent avec les mouchoirs. Et ce sont les gens qui leur demandent que le mouchoir c'est combien. Et ils disent c'est 50, 100 francs. Donne-moi un mouchoir, donne-moi 2 mouchoirs. En fait, c'est facilement définissable. Parce qu'il est dans l'embouteillage, les gens ont chaud, les gens transpirent. Et il a le mouchoir. Il n'a pas besoin d'expliquer aux gens à quoi sert le mouchoir à ce moment. Ou à quoi sert le sachet d'eau. Les gens achètent tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est facilement définissable. Si vous présentez votre projet et les gens disent du courage, c'est que ce n'est pas facilement définissable. Si à la fin, en commentaire, du courage, va de l'avant, Dieu va aider. C'est qu'ils sont conscients que ça leur apporte rien en fait. Donc c'est une manière de te soutenir que gars, va de l'avant, va de l'avant. Ça ne sert à rien de présenter ton projet à quelqu'un qui n'arrive pas à manger. Donc lui, même s'il ne comprend pas le problème que tu résous, ça ne te sert à rien. Puisqu'il n'est pas ta cible. Donc n'essayez pas de vouloir convaincre tout le monde. Non. On va voir dans le patriotisme économique ce que ça résout comme problème. On aura tout un module dessus. Donc je n'ai pas envie d'entrer en profondeur. Mais je voulais quand même te faire comprendre que si tu ne comprends pas ce que ça résout, c'est qu'il y a 2 choses. Soit tu n'es pas de la cible, donc on ne s'adresse pas à toi directement, on s'adresse à ceux qui considèrent ou qui font partie de la cible qu'on est en train de vouloir toucher. Donc, il est important de comprendre, et c'est facile à tester en ligne. C'est facile à tester en ligne. Et l'exercice qui consistait à rédiger son projet avec sa biographie, c'était dans cet objectif-là. C'est pour que quand tu finisses de présenter ton projet en ligne, on va voir s'il y a des gens qui sont prêts à payer. Il y a des gens qui sont prêts à remplir un formulaire pour dire qu'ils sont intéressés. Il y a des gens qui sont prêts à t'appeler pour te dire, voir comment je fais pour avoir le produit. Là, tu sais qu'ils ont traversé tous les filtres. Et qu'ils ont déjà compris le problème que tu résous. Ils comprennent la solution que tu apportes. Ils comprennent la solution ou alors le plus que ça va leur apporter. Ils comprennent que ça vaut le coût qu'ils doivent payer. Maintenant, ils vont négocier sur le coût si c'est accessible en fonction de leur bourse. C'est tout. Alors, la troisième caractéristique, elle est toute simple. Est-ce que le problème est gros?
Est-ce que le problème est gros? Alors, c'est ici donc que les statistiques deviennent importantes. Ça veut dire, dès que vous avez identifié un problème, il faut maintenant avoir les caractéristiques des personnes qui ont ce problème-là. Et plus le volume des personnes qui ont le problème est important, et plus l'opportunité sera grande. Je prends un exemple. Il a pris l'exemple des forages qu'on fait dans les endroits reculés. La question que je vais poser, est-ce que le problème est gros? La réponse est non. Le problème n'est pas gros. Le problème n'est pas gros, le problème est trop circonscrit. Et on a vu une caractéristique la dernière fois, plus le volume est croissant et mieux c'est. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus le problème s'aggrave. Ça veut donc dire que le problème ne fait que devenir grand, ne fait que devenir grand, ne fait que devenir grand. C'est une très bonne caractéristique parce que ça veut dire que le problème qui s'agrandit veut donc dire que l'opportunité, elle aussi, s'agrandit et que les gains seront donc beaucoup plus intéressants. Ça, c'est la troisième caractéristique. Alors, la quatrième caractéristique, elle a plus trait à comment je vais dire, la difficulté. Difficile. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits du Cameroun, ou plutôt des régions, où l'accès a été rendu difficile volontairement? Qui peut me donner le nom d'une région? L'Est, oui. Quelle autre région? Le Bas-Mekim. Autre région? Mais je pense qu'au Cameroun, la région qui fait vraiment l'exemple exponentiel, c'est la région de l'Est. Et pourquoi? Quoi d'autre? Bon, on va dire les ressources naturelles. Mais pourquoi on rend donc la région difficile d'accès? Oui. Les opportunités qui sont, oui. Bien sûr, ça restreint considérablement le nombre de personnes qui seront capables de saisir ces opportunités-là, puisque c'est difficile d'accès. Quoi d'autre? Ça pousse également les populations qui vivent là-bas à ne pas se rendre compte de l'opportunité. Oui, autre chose de très intéressant. Quoi d'autre? Ça entraîne quoi d'autre? Oui, ça décourage les gens à s'installer, puisque de toutes les façons, le fait que ce soit difficile d'accès, ça fait donc en sorte que voilà, l'installation là-bas fait en sorte qu'on vive comme si on vivait à l'Antiquité. Pardon? Ça fait que ceux qui ont de l'argent pour s'installer sans avoir de concurrence. Oui, sans avoir de concurrence. En fait, c'est ça en fait l'enjeu. Ça veut dire que c'est ceux qui ont beaucoup de ressources qui pourront exploiter ces opportunités-là. Et de façon mathématique, ils ne seront que peu. Parce que c'est difficile d'accès. Donc, quand un problème est difficile à résoudre, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a très peu de personnes qui vont s'y aventurer. Donc, le peu de personnes qui vont réussir à résoudre ça, à eux seuls, ils vont gagner beaucoup. Alors, la cinquième caractéristique, c'est est-ce que le problème est évident? Un problème qui est évident, c'est un problème qui a une grande valeur pour les consommateurs. Exemple, vous n'allez jamais voir la publicité du pain à la télé. La publicité du sel. En fait, c'est les problèmes qui ont une grande valeur pour les consommateurs. Donc, le consommateur n'a même pas besoin qu'on fasse une communication particulière pour qu'il achète le produit. Parce qu'il estime qu'il en a déjà besoin. Maintenant, tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se positionner comme étant la marque qui propose ce produit-là de la meilleure des qualités. C'est tout. Donc, c'est un effort marketing que vous n'aurez plus besoin de faire. C'est-à-dire convaincre la personne à utiliser le produit. Parce que c'est déjà évident pour lui. Comme le pain, comme le sel, par exemple. Alors, un problème qui est complètement résolu, c'est là où entre dans la notion de la concurrence. Et là, je vais prendre un exemple avec quelques entreprises pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vais dessiner un cercle que je vais appeler le TAM, le Total Available Market. Et je vais prendre deux entreprises qui font dans le secteur de l'eau. L'une s'appelle Supermont et l'autre s'appelle Tanguy. Alors, voici deux entreprises qui ont le monopole sur un produit qui est l'eau minérale. La particularité, c'est quoi? C'est que les deux entreprises ciblent le même marché en proposant le même produit, en utilisant pratiquement les mêmes stratégies. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a directement une interaction entre les deux. Ça veut dire, si c'est Supermont qui réussit à toucher ce marché de façon beaucoup plus importante, il y aura directement une relation de cause à effet. Ça veut dire que Tanguy va faire faillite. Si c'est Tanguy qui réussit à le faire, Supermont va faire faillite.
Donc, quand vous arrivez dans un marché où il y a directement une interaction entre votre croissance et la croissance d'un autre acteur, c'est là où on parle de concurrence. On ne parle pas de concurrence en dehors de ça. La concurrence est uniquement lorsque vous êtes dans un marché où il y a une interaction directe entre votre croissance et la croissance d'un autre acteur qui est sur le même marché en proposant le même produit ou service que vous. Ça veut dire que si vous réussissez à conquérir le marché de façon plus importante, lui, il va disparaître. Et si c'est lui qui réussit à le faire, vous allez disparaître. Prenons, qui peut me donner un exemple d'une entreprise qui a disparu à cause de la croissance d'une autre? Oui? Cogilet, très bon exemple, à cause de Nestlé. Cuboni, très bon exemple. Un autre exemple. Bon, ça c'est un démarcheur. Ça, c'était un démarcheur. On ne peut pas le compter, c'est un démarcheur. Un autre exemple. Express Union, oui, qui est en train de souffrir en agonisant à cause de la croissance d'un autre. Un autre exemple. Les exemples que vous avez cités sont déjà très... Même dans le secteur du poisson, il y a des exemples, tellement. Alors... C'est un bon exemple aussi, parce qu'en fait, il y a une guerre. Et qu'il y a un qui est en train d'évincer l'autre progressivement. Et les gars se font des coups progressivement. Alors, en fait, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un réussit, l'autre va disparaître. Et là, ils entrent donc dans une situation de concurrence. C'est pour ça, par exemple, que ceux-ci, pour éviter la concurrence, ils ont des techniques qu'ils utilisent. Ils vont d'abord éviter qu'il y ait de nouveaux acteurs sur le marché. Parce qu'il y a un nouvel acteur, ça crée encore trop d'interférences inutiles. Donc, ce qui fait que ceux-ci, ils ont acheté un acteur sur le marché qui s'appelle comment? Opu, qui était la propriété d'une autre entreprise qui s'appelle Napco. Alors, ceux-ci, ils ont acheté qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une autre compagnie qui s'appelle Vital. En fait, l'autre aussi va dire qu'il est sur l'eau du Cameroun, creusé à 4000 mètres. L'autre va dire qu'il est reconnu par l'Ordre national des médecins. Vous devez savoir la vérité. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la guerre est faite de telle sorte que celui qui va réussir va faire disparaître l'autre directement. Je vais vous donner une petite information confidentielle. Je discutais avec un responsable de cette entreprise-ci. Bon, je ne vais pas donner les statistiques exactes, mais je vais juste vous expliquer ce qui se passe. Qui me disait qu'ils ont mené une étude d'intelligence économique avec ceux-ci, qui sont arrivés bien après eux. Et ils se sont rendus compte que les investissements que ceux-ci ont déjà fait dans le secteur de l'eau sont 2 fois supérieurs à ce qu'eux, ils ont déjà fait depuis qu'ils sont au Cameroun. Et la question qu'ils me posaient, c'est que, mais Claudel, lorsqu'on sait que l'eau n'est pas vraiment un produit rentable, parce qu'en fait, l'eau, c'est la bouteille qu'on vend, puisque l'eau, c'est gratuit. Qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un investisse autant dans l'eau? Je ne vais pas en aller plus en profondeur, mais je vais juste vous donner un élément comme ça, pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, la concurrence est tellement rude que celui qui va réussir, l'autre va disparaître. C'est ça qu'on appelle la concurrence. Alors, après avoir expliqué ce que je viens d'expliquer ici, vous comprenez directement que vous tous, quand vous allez vous lancer en entrepreneuriat, vous n'aurez aucun concurrent. Parce qu'il y a parfois des gens qui ont des réflexions incroyables. C'est que c'est des gens qui sont dans leur petite chambre en Vocada, qui n'a pas de lumière. Et ils sont en train de lancer leur projet. Et dans leur document, ils disent que j'ai 3 concurrents. Il y a un là qui est à Ndokoti. Il a une page sur Facebook. Il y a l'autre qui est à Mbokmbi. Il fait la même chose que moi, il doit le combattre. Et il y a l'autre qui est à Biemassi. C'est vrai qu'il n'a pas encore atteint le niveau qu'il veut là, mais il arrive. Bravo. On doit te donner le prix Nobel de la bêtise. Vous n'aurez aucun concurrent quand vous allez vous lancer. Vous serez tellement petit, minuscule et même médiocre que tout ce que vous pourriez faire, c'est juste d'avoir des personnes qui font la même activité que vous. Vous n'êtes pas des concurrents. Vous êtes juste des personnes qui sont en train de faire la même activité. C'est-à-dire qu'il y a un gars A qui cible son marché là, il y a un gars B qui cible son marché là, il y a un gars C qui cible son marché là. Parce qu'il n'y a aucune personne ici que si on lui demande de livrer tout Yaoundé, qu'importe son produit, il pourra. Personne ne peut. Même si on te signe un document que livre tout Yaoundé, la sardine, tu ne peux pas. La dernière caractéristique du problème, c'est est-ce que le problème est pire tous les jours? 7. Est-ce que le problème est pire tous les jours? Ça veut dire plus le temps passe,
plus le problème s'aggrave. Plus le temps passe, plus le programme s'aggrave. Si vous voyez un entrepreneur qui a un projet magnifique, incroyable, dont on parle partout, et qu'à un moment donné, il change de projet, il faut comprendre qu'il y a eu un problème. Si vous voyez un entrepreneur qui a un projet porteur, dont on parle partout, et à un moment donné, bam, il change de projet. Et il parle d'un autre projet, qui parfois n'a plus rien à voir avec le projet précédent. Il faut savoir qu'il y a eu un problème. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, même Huawei continue à chercher l'argent. Samsung, ils cherchent l'argent. Ils sont toujours en train de fabriquer les téléphones pour chercher l'argent. Pourquoi ils ne laissent pas les téléphones commencer à vendre les poissons? Pourquoi? Tant qu'un produit fonctionne et a de la croissance, il n'y a pas d'intérêt de changer le produit. On va toujours vendre ça. Donc si quelqu'un a un produit qui marche, il ne va pas changer. Si on change, c'est qu'il y a eu un problème. Et en général, à la télé, on ne va pas parler du problème qu'il y a eu. On va toujours continuer de dire que c'est une innovation. Donc, c'est juste un truc en passant. Alors, on va passer maintenant au deuxième élément de l'équation entrepreneuriale. C'est la solution. Donc, on a fini avec les caractéristiques du problème. On a retenu qu'il y avait 7 caractéristiques. Alors, la solution, je vais aller très vite parce qu'on a vu ça la dernière fois. La solution, on a vu qu'il y a principalement 2. On a vu qu'il y a une différence entre une réponse et une solution. Je prenais l'exemple avec quelqu'un qui a soif et à qui on donne un yaourt. Le yaourt, dans ce cas, c'est la réponse parce que ça ne va pas faire en sorte que sa soif soit résolue. Et l'eau, c'est la solution. Et la deuxième chose, c'est la différence entre l'efficacité et l'efficience. On a pris l'exemple avec quelqu'un qui est en Vocada, qui doit aller à l'omnisport. Il a le choix entre la moto, la voiture et l'hélicoptère. On a vu que le choix de la moto était le choix le plus efficient parce que c'est le choix qui permettait de dépenser le moins pour arriver au même objectif. Et que c'est la même chose que chacun doit faire. Donc, il faut toujours rechercher la solution qui coûte la moins chère pour arriver au même objectif. Ça doit être un questionnement permanent. Et que si aujourd'hui, j'ai dépensé 200 pour arriver à l'objectif, la prochaine question que vous allez vous poser, c'est comment est-ce que je fais pour arriver au même objectif en dépensant 150? Après, vous devez vous poser la question, comment je fais pour dépasser l'objectif en dépensant 125? Comment je fais pour doubler l'objectif en dépensant 100 francs? Comment je fais pour quadrupler l'objectif en dépensant même rien, que ce soit les autres même qui dépensent? C'est la question que vous devez vous poser de façon permanente. Parce que s'il y a une relation linéaire entre le temps, les dépenses que vous effectuez et l'atteinte de l'objectif, votre entreprise ne peut pas survivre, vous allez disparaître. Sauf si vous avez régulièrement des investissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons là, disons un exemple, les finances, et ici, nous avons l'objectif à atteindre. S'il y a une relation linéaire entre les deux-ci, c'est que votre entreprise ne va pas durer longtemps. C'est que si vous avez fait un chiffre d'affaires de 2000 en dépensant 100 francs, et que pour faire le chiffre d'affaires de 4000, il faut dépenser 200. Pour faire le chiffre d'affaires de 8000, il faut dépenser 1000 francs. Et que ça ne fait que croître comme ça, ça ne fait que croître comme ça, ça ne fait que croître comme ça. Vous avez une structuration d'entreprise et non de start-up. Parce que les start-up, on a vu, c'est la scalabilité, comme on le voit en détail demain. Il faudrait que les charges baissent et que les objectifs soient toujours croissants et exponentiels. Alors, donc ça, c'est les 2 caractéristiques concernant la solution. Alors, après la solution, on passe directement à l'équipe. On passe à l'équipe. Au niveau de l'équipe, il y a un élément qui est extrêmement important. C'est le fait que, premier élément, l'équipe doit être complémentaire. On l'a vu la dernière fois. Tu ne peux pas mettre sur pied ton projet, vous êtes tous des pharmaciens. Vous êtes tous des informaticiens. Vous êtes tous des médecins. C'est une faille dans le projet. Si vous tous, vous avez la même compétence. Parce qu'on l'a vu, vous aurez besoin de plusieurs compétences dans votre projet afin de pouvoir avancer de façon harmonieuse. Donc pour ça, il faut que l'équipe soit complémentaire. Donc il faut des personnes qui ont des compétences en comptabilité, en marketing, en communication, en gestion, etc. Pour que dans le projet, ça devienne quelque chose de complet.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut des personnes pluridisciplinaires. Il faut des personnes qui ont des compétences dans plusieurs disciplines. Parce que la discipline qui consiste à la solution que vous êtes en train d'apporter n'est pas la seule qui sera nécessaire. Je prends peut-être l'exemple de la dame qui a sa formation en recyclage. Elle a dit qu'elle a communiqué en ligne. Les gens étaient intéressés, les gens ont rempli les liens, les gens ont dit « je serai là, je serai là, je serai là ». Et le jour de la formation, une personne, 2 personnes. Alors qu'elle est là, elle a la compétence en recyclage. Elle a toute la compétence qu'il faut. Ça veut donc dire que ce n'est pas seulement la compétence en recyclage qu'il faut pour que ce projet fonctionne. On est d'accord? Tu peux avoir toute la compétence, mais si personne ne vient à la formation, comment tu fais? Si tu as la compétence, tu fais le meilleur pneu recyclé, mais personne n'achète. Comment tu fais? En fait, tu disparais avec ta compétence. Ça montre que ce n'est pas seulement ta compétence qui est nécessaire pour que le projet fonctionne. Il faut des compétences en marketing, il faut des compétences en communication, il faut des compétences en digital, il faut des compétences dans plusieurs disciplines à la fois. C'est pour ça qu'il faut être un autodidacte aussi et se former. Ça veut dire que ne pas consacrer tout un secteur d'activité de ton projet à un membre de ton équipe, c'est dangereux. Il ne faut pas qu'il y ait un membre de ton équipe qui s'occupe totalement d'un aspect du projet seul. Parce que la conséquence, c'est que le jour où il est malade, en fait, ça s'arrête. Je laisse même le chantage et l'escroquerie. Supposons que vous êtes dans un projet, vous avez quelqu'un, vous dit que non, c'est lui l'informaticien. Quand c'est l'informatique, c'est lui qui gère. Quand on a un problème sur le site internet, c'est lui qui gère. Quand on a un problème sur Facebook, c'est lui qui gère. Bon, le jour où il n'est pas là. Ou si un jour il dit que vraiment, vous avez dit quelque chose, j'ai suivi un audio dans le groupe là et moi ça m'énerve. Il ne veut plus continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Le projet s'arrête. C'est pour ça qu'il faut toujours des brainstorming régulièrement avec les membres de votre équipe. En fait, le brainstorming, c'est quoi? Le brainstorming consiste à faire que, si par exemple, lui, il a des compétences en comptabilité dans l'équipe, on va faire un brainstorming où un jour, il va venir devant, il va nous parler de la comptabilité. Il va nous expliquer comment il fait souvent la comptabilité. Il se place devant nous, tous on est là, on est assis, il explique. Il nous fait un cours de comptabilité sur ce qu'il fait, on pose des questions. La prochaine fois, toi qui t'occupes de la page Facebook, tu viens sur Facebook, tu nous dis comment tu fais les publications. Chacun prend sa machine. Tu nous montres comment tu fais les publications, comment tu fais les promotions en ligne, comment tu réponds aux clients. Celui qui appelle souvent, un jour, on se met tous, il appelle les clients devant nous. Il appelle, on écoute comment il parle au téléphone, comment il convainc un client à payer, comment il prend rendez-vous. Parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir une partie de ces compétences-là. Ça fait en sorte que personne ne devienne indispensable. Si vous êtes dans un projet où une personne est indispensable, c'est fini. Ça devient le chabanisme. Alors, autre élément, c'est le leadership. Il faut toujours un leader dans une équipe. Le leader n'est pas forcément la personne qui a créé le projet, ou qui a mis sur pied le projet, ou qui a été à l'origine du projet. Pas forcément. Le leader, ça doit être la personne qui a la possibilité d'effectuer la dictature par l'excellence. Qu'est-ce que j'appelle la dictature par l'excellence? Non seulement ça doit être la personne qui a la capacité intrinsèque à pouvoir déployer pratiquement tous les secteurs d'activité du projet avec ses propres compétences. C'est-à-dire d'imposer aux membres de l'équipe les objectifs à atteindre et les membres de l'équipe vont pouvoir le faire parce qu'ayant connaissance qu'il a la capacité de le faire. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si vous déléguez une tâche à quelqu'un et que la personne se rend compte que vous n'avez pas les capacités ou vous n'avez pas les connaissances pour pouvoir faire cette tâche vous-même, on entre dans le chabanisme. J'aime toujours prendre l'exemple d'un hôpital où j'ai travaillé qui, pour moi, est le plus bel exemple du leadership en entrepreneuriat. L'hôpital régional de Bafoussam, le service de pédiatrie. Pour ceux qui ont déjà été à Bafoussam, il y a un service de pédiatrie qui est excellent. Le responsable de ce service de pédiatrie, c'était un de mes enseignants. J'en parle même dans un de mes livres. Il s'appelle le docteur Nga. C'est un pédiatre. En fait, il a instauré quelque chose dans cet hôpital qui, selon moi, est certainement unique. Peut-être même ici au Cameroun, peut-être même en Afrique. Alors, la particularité de cet hôpital, c'est quoi? C'est que là-bas, ce sont les infirmières qui soignent les enfants. Ce ne sont pas les médecins. C'est les infirmières qui soignent tous les enfants, qu'importe le cas. Et quand tu viens avec un cas, un enfant, qu'importe ce que l'enfant a, c'est une infirmière qui va le soigner jusqu'à la fin. Donc, il a tellement formé les infirmières que les infirmières sont plus fortes que les médecins. Quand un médecin généraliste vient là-bas, il est comme un ding-ding. C'est les infirmières qui enseignent aux médecins généralistes comment on fait avec les enfants, les nouveau-nés. Lui, il vient quand il y a les cas rares.
Et le cas rare, c'est que l'infirmière a déjà posé le diagnostic parfois. Elle a déjà commencé la première prise en charge. Et lui vient juste dire que non, en fait, dans ces cas rares, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Il part. Ce qui fait qu'il n'est même presque jamais là. C'est ça qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est la capacité à pouvoir transformer les membres de son équipe et en les faire progresser en compétences. Le leadership, ce n'est pas que c'est toi le plus fort. Et chaque jour, on va dire, hey, le gars, il est fort, il est fort. C'est un gars puissant. Si les membres de ton équipe passent le temps à dire ça, tu es un mauvais leader. Si tu passes 1 an, 2 ans, 3 ans avec des gens dans ton équipe et ils ne progressent pas en compétences, tu es un mauvais leader. Si tout le temps on a besoin que tu sois là pour que les activités se déroulent harmonieusement, tu es un mauvais leader. Tu dois être capable de pousser en compétence tous ceux qui travaillent avec toi. Pour qu'à un moment donné, ils soient capables d'arriver au même résultat ou même mieux sans que tu sois là. C'est ça qu'il faut être capable de faire. Et pour le faire, il faut avoir un peu de don de soi. Pour le faire, il faut avoir confiance en soi. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu auras peur que l'autre va devenir plus fort. Et quand il va devenir plus fort, il va te concurrencer, il va peut-être arracher le projet, machin. Non. Quand tu as confiance en toi, tu peux délèguer. Quand tu délègues une tâche, quand tu délègues une compétence, quand tu transmets une compétence, tu ne la perds pas. Au contraire, on a vu apprendre à apprendre. On a vu que les éléments de consolidation des influx nerveux dans le cerveau, il y avait la répétition consciente et inconsciente pendant le sommeil, il y avait la charge émotionnelle. Donc, en fait, le fait de transmettre ta compétence te permet de mieux la comprendre. Tu ne perds rien. Donc, il est extrêmement important qu'il y ait un leader, et ce leader doit être cette personne qui a ces caractéristiques-là, qui a ces capacités. Le leader, ce n'est pas celui dont, quand il est absent, tout s'arrête. Non. Et l'autre élément, c'est le dernier, c'est la prise d'initiative. Vous devez tout faire pour que dans votre équipe, chacun des membres ait la possibilité de prendre des initiatives individuellement, sans avoir forcément besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre. Parce que non seulement vous n'avez pas les capacités humaines pour toujours gérer toutes les transactions ascendantes et descendantes. Ascendantes et descendantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un projet, nous sommes 3. Et chaque fois que toi, par exemple, tu veux prendre l'initiative, il faut d'abord que tu viennes me dire que bon, j'ai envie de faire un truc là, qu'est-ce que tu penses? Je dis que non, ce n'est pas une bonne idée. Donc, voilà ce qu'on appelle ascendant et descendant. Tu me demandes mon avis et tu dis que non, ce n'est pas pertinent. Lui aussi veut prendre une initiative. Il me dit que bon, j'ai envie qu'on aille prospecter en Guayaquil. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit que non, on va plutôt en Vongbe. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que ça détruit la capacité d'initiative de chacun. Ça détruit l'innovation. Parce que moi, je ne connais pas tout. Moi, je ne peux pas prédire tout. Il y a des choses auxquelles tu es en train de penser, tu vas essayer, ça va apporter des résultats que peut-être on n'aurait même jamais soupçonnés. Et pour ça, il faudrait que je te mette suffisamment en confiance. Pour qu'un matin, tu puisses te lever, tu décides d'aller en Vocada, toi seul. Tu mènes une action, tu viens juste me dire que j'étais en Vocada ce matin, j'ai prospecté là, j'ai même pu avoir un client. Et que je te dise juste que, ok, dans la technique que tu as utilisée, il fallait plutôt faire comme ça, tu aurais pu avoir 4 ou 5 ou 10. Ça pousse chacun à prendre des initiatives lui-même. Et pour ça, il faut donner des responsabilités aux gens. Si tout est centré sur vous, je peux vous dire que le projet sera monné. Y, population cible. Alors, au niveau de la population cible, il y a 3 techniques qu'on utilise qui sont chronologiques. Ça veut dire qu'il y a la segmentation, il y a le ciblage, il y a le positionnement. Alors, je vais commencer par la segmentation. La segmentation, ça signifie quoi? Ça signifie que je vais prendre une population qui est hétérogène, je vais la rendre homogène pour identifier le segment auquel je vais présenter mon produit ou mon service. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Voici par exemple des gens. Parce qu'ici, ils sont hétérogènes. Alors, dans cette salle, l'exemple que je peux prendre, c'est lequel? Supposons que je veux vendre des talons. Je viens dans cette salle, je veux vendre des talons. Pour segmenter, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord diviser la population en 2 par le sexe. Je mets les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas acheter les talons, hein, non.
Je suis en train de chercher les gens qui rencontrent le plus mon problème. C'est par eux que je dois commencer. Donc, quand je divisais maintenant en deux, les femmes, je vais encore diviser, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui portent les talons. Je vais encore segmenter les femmes jusqu'à arriver au segment qui correspond exactement au problème que je résous. C'est ça qu'on appelle la segmentation. Donc, il y a beaucoup de types de segmentation. Il y a des approches de segmentation qui sont par variable, par cadre de marché, etc. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ça dépend du problème que vous êtes en train de résoudre et de la population qui rencontre le plus votre problème. C'est pour éviter de vous retrouver en train de présenter les talons à tous les hommes de cette salle et qui vont vous perdre du temps. Tu vas présenter les talons à un gars, il n'a pas de copine. Il te dit que non, les talons, ça me sert à rien. Tu vas débattre avec lui, il va débattre avec lui, ça coûte combien, machin. Après, à la fin, il te dit, j'ai même pas de copine. Non, frère, tu me fais perdre mon temps. Donc, en fait, pour éviter de perdre du temps inutilement, il faut rechercher directement le segment qui correspond de façon identique ou alors de façon plus spécifique à ton problème et surtout à ton produit. Ça, c'est la segmentation. Dès qu'on a fini de segmenter et qu'on a déjà les segments, il faut choisir maintenant un segment par lequel... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est pour dire que ce ne sera pas la même technique pour tous les projets. On a pris le projet juste pour dire qu'il y a le diabétique, l'hôpital, machin. Mais en fonction des autres projets, tu vas essayer de trouver le moyen, de trouver le segment qui consomme le plus ton produit ou ton service. Et ça entre dans peut-être l'intelligence économique qu'on va voir dans un autre module pour voir des techniques pour pouvoir avoir accès à ce type d'informations-là. Parce que c'est clair que tu ne vas pas aller voir quelqu'un qui vend les montres, tu vas lui dire que dis-moi souvent à qui tu vends, il va te dire non, il y a des techniques pour avoir accès à ce type d'informations-là qui ne sont pas forcément des techniques conventionnelles. Donc, dès qu'on a défini les segments, il faut maintenant choisir un segment par lequel on va commencer. Ça veut dire quoi? Ici, par exemple, j'ai pris une image qui montre le marché des chaussures. Dans le marché des chaussures, il y a les chaussures bon marché, il y a les chaussures de luxe. Dans les chaussures bon marché, il y a les chaussures pour dames, les chaussures pour hommes, les chaussures pour enfants. Dans les chaussures de luxe, il y a les chaussures pour dames, les chaussures pour hommes, les chaussures pour enfants. Ça fait directement 6 segments différents. Alors, c'est à toi de te poser maintenant la question, je m'inscris dans quel de ces segments, dans lequel, je choisis lequel. Il ne faut pas commencer sur plusieurs segments en même temps, sauf si c'est une stratégie. Je prends un exemple. Je peux décider de dire que, ok, moi je veux vendre les chaussures et je m'inscris dans le segment chaussures pour enfants, bon marché. Ça veut dire que je vais vendre des chaussures qui coûtent par exemple 1500, des chaussures qui coûtent 2000, des chaussures qui coûtent 2500. J'aurai peut-être un plafond des chaussures qui coûtent peut-être maximum 5000 ou 10 000. Ça, c'est le segment dans lequel je suis. Et quand je suis dans ce segment, je peux savoir quelle est ma population cible. Tu sais directement quels sont les types de femmes qui pourront acheter des chaussures dans ce segment. Et dans ce segment, par exemple, tu te dis, ok, je vais peut-être cibler des femmes, soit qui sont enceintes, soit qui ont déjà des enfants. Ou je vais cibler peut-être des associations de femmes. Ou je vais aller leur proposer des produits. Je vais cibler des femmes qui ont une catégorie sociale plus faible. Parce qu'elles seront capables d'acheter des chaussures pour leurs enfants qui ne coûtent pas cher. L'autre peut décider de dire, ok, moi je vais choisir les chaussures de luxe pour enfants. Ça, c'est son segment. Il va décider de vendre des chaussures d'enfants peut-être à 45 000, 50 000, une chaussure 100 000 francs. Et là, tu ne vas pas t'adresser aux mêmes personnes que les chaussures pour enfants bon marché. En fait, c'est deux segments qui sont totalement différents, même si c'est toujours les chaussures pour enfants. Donc, il est extrêmement important dans un premier temps de savoir dans quel segment vous vous positionnez. J'ai dit qu'on peut se lancer dans plusieurs segments, mais ça sera une stratégie dans ces cas. Je vais vous prendre un exemple d'entreprise ici au Cameroun qui le fait, mais je ne vais pas citer le nom parce que c'est confidentiel. Alors, il y a une entreprise de cosmétiques ici au Cameroun qui, eux, ils ont décidé de se lancer dans deux segments différents en même temps. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des huiles bon marché pour les femmes et des huiles un peu plus luxueuses, toujours pour les femmes. En fait, comment ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'employer une technique qui est très simple. La technique, c'est laquelle? Ça veut dire ils vont fabriquer une huile. Ils fabriquent une huile. Dès qu'ils finissent de fabriquer une huile, ils sélectionnent deux segments. Segment 1, segment 2. Dans le segment 1, ils prennent leur huile, ils mettent ça dans une bouteille, ils vendent leur huile à 2500. Dans le segment 2, ils mettent l'huile dans une bouteille qui est différente de la bouteille ici, qui n'a pas le même logo, qui n'a pas la même charte graphique, c'est totalement différent. Ce n'est même pas vendu au même endroit. Et cette huile-ci coûte 26 300. Exactement le même contenu. C'est la même huile. C'est la même huile, c'est fabriqué au même endroit, avec les mêmes intrants. Exactement le même.
sauf que c'est vendu sur 2 marques différentes. Une, ça coûte 2500 et poussière, l'autre, ça coûte plus de 25 000. C'est exactement la même huile et je sais même où c'est fabriqué. Alors, la particularité maintenant, c'est quoi? C'est que cette huile-ci est vendue dans les pharmacies. Et celle-ci est vendue dans les parfumeries et dans les boutiques. Parfumerie et boutique. En fait, ça, c'est une stratégie. Bon, je ne vais pas entrer en profondeur, on va voir ça dans l'intelligence économique, toute cette technique-ci. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre qu'on peut se lancer sur 2 segments en même temps. Parce qu'en se lançant sur ces 2 segments, si tu peux maintenant évaluer quel est le segment le plus rentable. Parce qu'en ayant fait ça, pendant 6 mois, 1 an, tu vois le segment qui est plus rentable et tu décides de continuer uniquement avec ce segment-là. Ou alors de vendre l'autre segment à quelqu'un d'autre. Mais c'est 2 entreprises différentes, 2 pages Facebook différentes, 2 sites Internet différents, 2 gestionnaires différents. Et c'est la même huile. Et c'est détenu par la même personne. Alors, donc, ça c'est le ciblage. Et le positionnement, maintenant, c'est la 3e étape de la population cible. Le positionnement, ça veut dire que dès que j'ai déjà choisi le segment, je dois pouvoir avoir une particularité qui permet à ceux qui sont dans mon segment de comprendre que je suis le produit qui est fait pour eux. C'est très important. Je dois avoir une particularité qui permet aux membres, ou plutôt aux personnes qui sont dans mon segment, que le produit que j'ai, c'est fait pour eux. Je vais prendre un exemple. Quel est le dentifrice le plus cher du marché? Qui connaît le dentifrice le plus cher du marché? Alors, pourquoi ça coûte si cher? Il y a des cartons de Sensodyne qui coûtent 10 000. Un. Pourquoi ça coûte si cher? Qui sait? Pardon? Oui, mais il y a une raison plus fondamentale. Oui? Un type lequel? La sensibilité dentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, par exemple, quand ils boivent quelque chose de chaud, les dents grincent. Quand ils boivent quelque chose de glacé, les dents grincent. C'est ça qu'on appelle la sensibilité dentaire. Donc, ils ont donc décidé de faire un dentifrice qui va permettre de résoudre ce problème. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la technologie pour faire les dentifrices que Signal et Colgate font, hein, non. C'est qu'ils ont préféré laisser Signal et Colgate dans les dentifrices bon marché, qu'on peut acheter à 1000, à 150, 200, 300. Eux, ça ne les intéresse pas le bon marché. Eux, ils font un dentifrice qui va résoudre un problème de santé spécifique. Ce qui explique le fait que vous allez aller rencontrer un dentiste, il va vous prescrire Sensodyne comme si c'était un médicament. Et ça coûte 5 000, 6 000, 7 000, parfois 10 000. Donc, vous pouvez décider de choisir un segment et d'avoir donc un positionnement. Eux, leur positionnement, c'est de se dire, nous, on résout le problème de la sensibilité dentaire. Je vais prendre un autre exemple dans le domaine financier. Qui ici a un compte à BGFI? Pourquoi vous n'avez pas de compte là? C'est l'une des banques au Cameroun où il n'y a jamais de file d'attente. Parce que les conditions pour ouvrir un compte, vous ne faites pas partie de la cible. En tout cas, la plupart d'entre vous. Je vais vous donner juste quelques-unes. Pour les entreprises, qui connaît les conditions pour une entreprise d'ouvrir un compte là-bas? Qui a une idée? Qui a une idée des conditions? Comme 2 années successives. Oui. Et pour les particuliers? Voilà. Vous voyez que ça exclut beaucoup d'ici, beaucoup de personnes ici. Non, c'est leur positionnement, non. Ce n'est pas la banque des pauvres. Mais il n'y a pas de garantie. Non, ce n'est pas pour les pauvres. Ils ne veulent même pas débattre avec les pauvres. Ils ne veulent pas débattre avec les pauvres. Si tu banques, ce n'est même pas pour les particuliers. Ce n'est pas un particulier, c'est pour les entreprises, les États même. Donc, quelqu'un peut se lever et dire qu'il crée une banque pour start-up et puis il définit les conditions là-bas et se positionne. Bien sûr, c'est ton position, c'est toi qui choisis. Orange fait déjà ça. Quoi ça? Ils sont déjà. Bon, on les appelle la banque des startups actuellement, puisque la plupart, ils financent non seulement les startups, et la plupart des startups utilisent leurs services pour plus de transition. Bientôt, ils seront une banque bientôt. Mais en fait, l'exemple que je vais vous prendre, c'est quoi? C'est que c'est eux leur positionnement. Eux, ils sont positionnés comme étant une banque des riches. Ils mettent dans des conditions que seuls les gens qui sont riches ou qui ont un niveau social et économique élevé pourront remplir. Indirect, ça veut dire que vous allez passer par d'autres canaux qui vont vous permettre de lui transmettre le message. Ça peut être par exemple Internet, ça peut être la télévision, ça peut être la radio. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un par qui le message passe pour pouvoir arriver chez la personne lambda finale
qui va donc avoir le message. Et ce qui est plus compliqué pour arriver à la personne finale, ça veut dire que la perception peut changer. Si le message n'est pas transmis de manière fidèle, la perception peut changer. Je vous prends un exemple. Vous arrivez dans un bureau pour rencontrer un patron et lui présenter votre solution. On vous dit que le patron n'est pas là. Mais on vous dit qu'expliquez quand même à l'assistante. Elle va expliquer au patron. Qu'est-ce qui se passe en général? Le téléphone arabe. Vous connaissez le téléphone arabe? Le téléphone arabe, c'est le fait que j'ai une information, je vais lui transmettre l'information. Et elle doit transmettre à chacun. Et après, on va demander à la dernière personne qui a reçu. On va comparer avec ce qu'on m'a dit au début. Je vais lui dire que vraiment, tu sais, à Ekounou, il y a eu un accident grave. Il y a un camion qui a écrasé un taxi. Elle, quand elle va transmettre, elle va dire que c'est terrible à Ekounou. Il y a eu une explosion. On parle de 9 morts. Lui, il va dire que la route d'Ekounou est barrée depuis 2 jours. Il y a les anti-gangs là-bas, les militaires, machin et tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui buvait. Il va ajouter ça. Il buvait au volant. Et il a écrasé les gens. L'autre, en fait, chaque fois que quelqu'un va avoir l'information, il va ajouter ses propres perceptions, ses propres émotions, ses propres sensibilités. Ce qui fait que quand ça va arriver chez elle, elle va dire que, mais en fait, tout Yaoundé, on a les urgences de l'hôpital central sont fermées. Il y a eu près de 30 morts. Alors que moi, il n'est pas parlé de nombre de morts. Donc, en fait, c'est ça qu'on appelle le téléphone arabe. Ça veut dire quoi? Moi, je vais venir parce que je n'ai pas rencontré directement la cible et que j'ai transmis le message à une autre personne. La personne, en transmettant, en fait, modifie l'essence du message principal. Donc, chacun va rédiger son projet avec ce business model. Donc, on a d'abord la value proposition. Ça veut dire quel est le problème que vous résolvez et comment est-ce que vous rédigez pour que les gens puissent comprendre que c'est ce problème que vous êtes en train de résoudre. Ça, c'est la value proposition. Ensuite, on a le customer segment. Ça, c'est la niche. Donc, quand on a fini de segmenter, quelle est la niche qu'on retient et le segment de marché par lequel on va commencer. Ensuite, on a les channels, les moyens de communication, un peu comme le Z. Ça veut dire les moyens de communication directs et indirects qu'on va utiliser. Ensuite, on a le customer relationship. Ça veut dire la fidélisation. Comment est-ce qu'on fait pour fidéliser les personnes qui vont utiliser notre produit et notre service? On va voir ça en détail dans le marketing demain. Ensuite, on a les key resources. Ça veut dire quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour mettre sur pied mon projet, les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources sur le plan humain. Et enfin, les key partners, quels sont les concurrents? Mais en réalité, ce ne sont pas les concurrents. Quelles sont les personnes qui font la même activité que moi ou des activités complémentaires pour qu'on puisse trouver un moyen de pouvoir synchroniser nos actions et d'être donc un peu plus fort. Donc, il y a dans un support que vous aurez dans les documents là. Ça s'appelle le Business Model Canvas. C'est un fichier en une seule page que vous allez remplir avec ces 7 éléments-là, qui vont vous servir en fait de storyboard de tout votre projet. Très important. Alors, on va d'abord finir avant de revenir au brainstorming. Gagner de l'argent, c'est une chose. Gérer cet argent en est totalement une autre. Gagner de l'argent, c'est une chose, mais gérer son argent et rendre son entreprise croissante sur le long terme, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez gagner de l'argent, comme ce gars qui gagne de l'argent, il y a toujours la problématique qui va se poser. Comment est-ce que je manage mes dépenses? Et je peux vous dire que ce n'est pas évident. Et ici, il y a donc 3 notions qui sont extrêmement importantes à comprendre. La première notion, d'abord, c'est le passif. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas sur le plan comptable. C'est un détail important à préciser. Parce qu'en comptabilité, les passifs et les actifs, les bilans et tout ça, la définition est totalement différente. Donc là, nous sommes principalement en intelligence financière. Ça veut dire que quand tu as de l'argent, quelles sont les stratégies que tu utilises pour que ton entreprise que tu es en train de gérer puisse avoir une croissance exponentielle et puisse durer dans le temps. Donc c'est totalement différent de la comptabilité en elle-même. Alors, en ce qui concerne les passifs, pour faire simple, c'est toute dépense qu'on effectue et dont la valeur régresse avec le temps. Donc, si vous effectuez une dépense et sa valeur régresse avec le temps, c'est ça qu'on considère comme un passif. Alors, je vais prendre un exemple. Supposons que j'achète un téléphone. Nous sommes en décembre 2019. J'achète le téléphone à 100 000 francs. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, en juin de l'année prochaine, si je veux revendre ce téléphone n'aura plus la même valeur. La valeur va baisser. Dans certains supermarchés, dès que tu sors du supermarché,
La valeur n'est plus la même. Même si tu veux revendre au même supermarché, ils vont te dire que non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le temps passe, plus la valeur diminue. On dit donc que la valeur se déprécie avec le temps. Je vais prendre un autre exemple. Tu peux acheter un véhicule à 1 million et quelques années plus tard, la valeur diminue. Maintenant, si tu veux la revendre, ton véhicule ou alors ta voiture, tu vas vendre ça par exemple à 700 000, à 600 000 parce que la valeur a diminué avec le temps. Et en plus, ça te fait dépenser de l'argent. Ça veut dire qu'il faut laver la voiture, ce sont des coûts, il faut dépanner, ce sont des coûts, il faut mettre le carburant, ce sont des coûts, il faut acheter les papiers du véhicule, ce sont des coûts, etc. Donc non seulement la valeur se déprécie avec le temps, ça ne te produit pas d'argent et surtout, ça te fait dépenser de l'argent. Donc il y a 3 éléments clés. Non seulement la dépense, la valeur diminue avec le temps, ça ne produit pas d'argent et surtout, ça te fait dépenser. Donc, un passif, s'il faut résumer, c'est une dépense qu'on effectue dont la valeur diminue avec le temps, la valeur se déprécie. Ça vous fait dépenser de l'argent et ça ne produit pas d'argent. Je tiens à préciser qu'il y a des contextes qu'il faut aussi prendre en considération, qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est d'abord le passif. L'actif maintenant. Alors, l'actif, on peut dire que c'est le contraire. Ça veut dire que c'est une dépense que lorsque vous effectuez la dépense, la valeur de ce que vous avez acheté s'apprécie avec le temps. Je prends un exemple. Vous achetez un terrain, par exemple, en décembre 2019 à 1 million. En décembre 2024, ça va valoir plus. Parce qu'il suffit qu'on construise, par exemple, une école à côté, qu'on mette la route à côté, etc., pour que la valeur du terrain augmente. Donc, la valeur est en train de s'apprécier avec le temps. L'autre chose importante, c'est que vous n'avez pas besoin d'effectuer un travail particulier pour que la valeur s'apprécie. Ça veut dire que c'est indépendant du travail. Et quand vous achetez un terrain, vous n'avez pas besoin de travailler pour que la valeur s'apprécie. La valeur s'apprécie tout seul. Parce que s'il y a une relation linéaire entre le travail et cette valeur-là, et que cette relation est toujours constante et permanente, à un moment donné, ça peut devenir un passif qui vous transforme même en un autre salarié d'un autre genre. Alors, je tenais à préciser donc qu'il y a des contextes qui sont différents. Je prends ce que je vais donc appeler des nuances. Alors, je prends un contexte. Supposons que vous êtes un commercial et vous avez besoin donc de rencontrer des clients qui ont un certain niveau économique pour leur présenter votre solution ou votre produit. Dans ce cas de figure, en achetant un véhicule, ce n'est pas un passif, c'est un actif. Parce que le véhicule va augmenter votre valeur perçue auprès de vos clients et vous permettre beaucoup plus facilement de conclure des ventes. Dans ce cas, la voiture n'est plus un passif, c'est plutôt un actif. Comme un taxi. Et un taximan avec sa voiture, ce n'est pas un passif, c'est un actif pour lui. Mais si toi tu achètes ta voiture juste pour frimer, pour prendre des selfies sur Instagram, là c'est un passif pour toi. Mais pour celui qui utilise sa voiture pour gagner de l'argent, chez lui c'est un actif. Alors c'est les petites notions qui sont importantes à comprendre parce que quand vous allez gagner de l'argent, la question que vous devez vous poser à chaque fois, c'est la dépense que je suis en train d'effectuer. Est-ce que c'est un actif? Est-ce que c'est un passif? C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous devez toujours, à chaque fois que vous avez un actif, l'investir dans un autre actif. Je prends un exemple. Si vous êtes peut-être un entrepreneur, vous avez par exemple une entreprise avec un siège, des locaux. Dans ce cas, votre loyer n'est pas un passif. Parce que payer votre loyer vous permet d'avoir le local où vous produisez de l'argent. Maintenant, vous allez vous trouver dans des cas de figure où vous avez par exemple une communication à faire sur un événement qui a un coût. Et vous avez le loyer à payer. Maintenant, il va falloir choisir entre les deux. Peut-être parce que vous avez 200 000 et vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Toi, tu choisis quoi? Tu as un événement que tu organises en décembre et il y a le loyer à payer. L'argent que tu as ne peut pas faire les deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis? Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Ok. Bon, moi, je ne réfléchis pas à faire l'événement. Le loyer, on n'a pas pris la négociation pour rien.
Si on fait les cours, il faut les utiliser. Le bailleur vient, tu dis, bon, bailleur, c'est comment? Donne-lui une tasse de café, là. Vraiment, tu as suivi l'actualité, là? Jumia. Ils ont fermé, les gars, finalement. Oh, vraiment. J'avais une boutique en ligne, là. J'ai une facture que les gars devaient me payer, là, mais depuis, les gars, j'appelle les numéros, ne passent pas, je ne sais pas. Sinon, l'enfant va bien. Non, il va attendre. Il va attendre. Il n'y a rien à faire. Ce n'est même pas une discussion. Il va attendre. Il faut apprendre à négocier. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations où les gens vous oppressent, ils vous oppressent. Bon, vous ne pouvez pas payer. Ce n'est pas que vous n'avez pas d'argent, c'est que peut-être l'argent que vous avez est destiné à un actif plus important et rentable sur le court terme. Donc, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un qui va aller enterrer ça. Il faut que ça produise. Donc, pour ça, il faut s'asseoir avec lui et négocier. Parfois, ça peut même vous amener au commissariat. Vous partez, vous asseyez, vous discutez avec le commissaire. Le commissaire, non, je reconnais, bien sûr. Il va payer dans 6 mois. Il n'est pas d'argent. Bon, il fait donc comment? Il n'est pas. Il n'est pas. Oui. Au lieu du loyer, les employés. Alors, les employés, c'est plus délicat. Parce que là, on est avec des personnes qui apportent la valeur à ton entreprise de façon directe. Avec eux, il faut dealer. Avec eux, il faut dealer et non se comporter de façon radicale, purement. Quand je dis dealer, c'est par exemple quoi? On peut jouer sur les émotions. On peut jouer sur les émotions. Tu peux lui faire comprendre que la campagne que vous allez organiser là va générer ceci, ça pourra générer ceci, et il pourra avoir tel, si c'est que ça atteint les objectifs. Ou alors des primes, etc. Mais avec les employés, il faut dealer. Il ne faut pas être radical. Avec les employés, on devient radical quand on est à l'échelle. Et quand on est à l'échelle et qu'on a déjà 100 000 employés, et qu'un employé devient comme un pion, on peut remplacer à tout moment. Là, on peut jouer avec eux. C'est pour ça que dans la plupart des entreprises où on recrute trop de personnes, l'employé n'a aucun droit. On va toujours faire les documentaires dessus, ça ne va jamais changer. Donc, ça ne sert même à rien. Les documentaires produisent juste l'argent à ceux qui ont fait ça. C'est pour vous dire que pendant que toi tu es là en sécurité, il y a des gens qui attendent dehors. Ils sont prêts, ils se sont déjà échauffés. Ils attendent seulement qu'on dise entre au stade. 2-0. Alors, l'autre élément, c'est la fixation des prix et le seuil de rentabilité. Ça sera un exercice. Donc, l'exercice à faire sera 1. Segmenter votre population pour identifier exactement quel est votre segment, comme on l'a vu. Donc, il faut segmenter, identifier précisément le segment dans lequel vous voulez exercer. Et 2, définir le prix de votre prestation ou de votre produit qui correspond à ce segment. Comme ça, demain, on va donc voir, chacun va venir présenter son prix devant et nous expliquer en quelques minutes pourquoi est-ce qu'il a choisi ce prix en fonction de son segment. Et on verra si c'est pertinent pour ce segment-là d'avoir ce prix. Il ne faut pas avoir peur de fixer le prix. 1, vous segmentez votre population. 2, vous identifiez vos segments. 3, vous fixez le prix qui correspond à ce segment. Comment exploiter au mieux mon temps? On va terminer par ça. Pour le temps, il n'y a pas de secret. Comme pour tout, en fait. Il n'y a même pas de secret pour tout. Si quelqu'un me dit qu'il y a un secret pour quelque chose, c'est qu'il vous ment. Il y a des principes juste qu'il faut respecter. Pour la gestion du temps, la première chose qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas tous 24 heures. Parce que je suis souvent, les gens disent, on a tous 24 heures, non? Comment est-ce que l'autre là a réussi à faire plus de choses que moi? Non. Nous n'avons pas tous 24 heures. Et je vais vous expliquer pourquoi nous n'avons pas tous 24 heures. Premier élément, nous n'avons pas tous le même appétit de sommeil. On n'a pas le même appétit de sommeil. Qui dans cette salle dort 8 heures par nuit? Voilà, ils sont là. Ils sont là. 6 heures. 4 heures. Ok. Toi qui dors 8 heures là, tu dors 8 heures, n'est-ce pas? Si tu tentes de dormir 4 heures pendant une semaine, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade parce que vous n'avez pas le même appétit de sommeil. C'est comme la nourriture. Ça veut dire que lui, par exemple, on peut lui donner 2 boules de couscous avec la sauce pistache.
Il finit de manger. Après, on lui dit que, gars, est-ce que tu as encore faim? Il dit que, mais. Pourquoi tu veux titiller mon estomac? Apporte la nourriture. Un peu comme la comédie de Tapioca. Je pense que vous avez vu ça. Lui, il peut avoir besoin juste de dormir 4 heures. C'est suffisant pour lui. Toi, tu as besoin de dormir 8 heures. Ne suis pas comme il dit à la télé qui dort 4 heures et tu commences aussi à dormir 4 heures. Tu vas devenir folle. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de suivre l'appétit de ton sommeil. Ce que tu peux même faire tout au plus, c'est de l'améliorer progressivement. Et ça peut même prendre des années. Parce que si tu modifies brusquement ton appétit de sommeil, tu tombes malade. On l'a vu dans Apprendre à apprendre, le sommeil a un rôle fondamental dans la restructuration des neurones, dans la restructuration des connexions neuronales. Et surtout, dans la solidification, ou plutôt la consolidation des influx nerveux qui permettent le mécanisme de la répétition inconsciente. Donc le sommeil est fondamental pour l'organisme. Et tout le monde n'a pas le même appétit de sommeil. Donc si tu dors 8 heures, dors tes 8 heures. Mais ça veut donc dire que tu n'as plus 24 heures. Et que ça fait maintenant 24 heures moins 8. Ça fait combien? Et qu'en fait, la journée n'a que 16 heures. Puisque tu n'as que 16 heures d'éveil. Lui, il a plus d'heures d'éveil que toi. Donc vous n'avez pas, vous deux, 24 heures. Puisque pendant 8 heures de temps, toi tu dors, lui ne dort que 4 heures. Donc il a plus d'heures d'éveil que toi. Donc sur ce plan, vous n'êtes pas équitable. La seule chose que tu dois faire, c'est juste d'appliquer la formule qu'on a vue le premier jour. Compréhension égale attention multipliée par le temps. C'est-à-dire que le temps d'éveil que tu as, tu dois pouvoir maximiser cela au maximum. Parce que la tautologie là est importante. Pour capitaliser sur le peu de temps d'éveil que tu as, si tu as besoin de dormir plus longtemps. Et pour cela, il y a des techniques que tu dois utiliser pour ne plus faire certaines tâches répétitives et inutiles. J'aime souvent le dire, quand on est entrepreneur au début, il y a certaines tâches qu'on pourrait faire. Parce qu'on peut comprendre que c'est au début. Mais à partir d'un certain temps, il y a des tâches qu'on ne devait plus faire. À partir d'un certain temps, l'entrepreneur ne doit plus laver les habits. Comment tu laves les habits? Sauf si c'est ta passion. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se lever le matin. Il prend les habits, met dans le seau. Il trempe d'abord. Il lave pendant 3 heures, 4 heures de temps en suivant la musique. Il lave les habits. Moi, je ne comprends pas. Je me dis, mais comment tu gaspilles le temps de façon aussi abominable? Je peux comprendre au début. Nous tous, moi-même, j'aime laver les habits. Hein. Mais c'était avant. Maintenant, ce n'est pas pertinent de laver les habits. Laver les assiettes. Laver le sol. Faire le ménage. Sauf si c'est ta passion. Et que tu fais ça de temps en temps, peut-être parce que c'est quelque chose que tu as envie de faire. Parce qu'il ne faut pas aussi devenir un robot. Je peux comprendre qu'il y a des moments où tu vas le faire. Parce que voilà, tu veux participer aux activités de la maison. Mais il ne faut pas que ça devienne répétitif. Et tu ne peux pas te retrouver à un moment où tu commences à laver le sol tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça devient un problème. C'est une perte de temps. C'est une tâche que tu peux déléguer à quelqu'un, payer cette personne et capitaliser sur le temps-là qui est plus précieux que l'argent. Je prends un exemple comme le fait de cumuler plusieurs tâches en même temps. Moi, par exemple, ce que j'aime faire, c'est quoi? C'est que pendant que je travaille, je suis des formations. C'est pour ça que j'ai toujours un casque. Parce que je me suis rendu compte que moi, par exemple, j'aime suivre des conférences. Pour moi, c'est plus efficace que lire un livre. Alors, ce que je fais, c'est quoi? C'est que si peut-être j'ai envie d'avoir des notions en astrologie, je vais voir quelqu'un qui a fait une conférence de 3 heures de temps sur l'astrologie. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas suivre la conférence en 3 heures de temps, ça me perd du temps. Je n'ai pas 3 heures de temps à perdre à suivre une conférence à la télé ou sur YouTube. C'est trop long. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la conférence, je vais convertir en fichier audio, je vais augmenter la vitesse de lecture par 3 ou par 4 même parfois. Et je vais prendre donc, je vais écouter ça en audio. Ce qui fait que l'orateur va parler très vite, très vite, très vite, très vite. Mais on l'a vu dans la prise de parole en public, les mots, ce n'est que 7%. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le message global qu'il transmet tout au long de la conférence. Et que je serai capable de capter, même s'il parle vite. Ce qui fait donc que la conférence qui fait 3 heures de temps, je vais l'écouter en 45 minutes ou parfois en 30 minutes. Et à la fin, j'aurai tout le message global. Pendant que toi, tu seras en train de suivre pendant 3 heures, moi, je serai déjà en train de faire autre chose. Et pendant que j'écoute ça, par exemple, j'écris un texte. Ou par exemple, je travaille sur un nouveau projet. Ou par exemple, je réponds à des gens sur Facebook ou sur WhatsApp, etc. Donc, je fais ça en même temps. Ça permet de gagner en temps. Il y a une autre expérience que j'ai eu à faire avec des amis concernant la conduite. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment conduire? Ok. Pour un entrepreneur, ça ne sert à rien.
Pour un entrepreneur, ça ne sert à rien de conduire. Parce que je vais vous demander de faire une expérience. Pour ceux qui conduisent déjà, faites une expérience du temps que vous mettez à conduire en une semaine. Ça veut dire que vous prenez le temps où vous quittez la maison le matin. Vous conduisez les embouteillages, vous arrivez au boulot. Les tours que vous faites en journée et le soir quand vous rentrez. Vous calculez ça pendant une semaine. Le temps que vous avez mis au volant. Vous étendez ça sur un mois. Vous voyez sur un an. Le nombre de temps que vous mettez au volant, c'est énorme. Moi, j'ai essayé d'évaluer, j'ai compris que mais ça, c'est une perte de temps. Au lieu de faire ça, mieux tu payes quelqu'un qui conduit pour toi. Et pendant ce temps, soit tu te reposes, soit tu travailles. Ça te permet de gagner en temps. Parce que parfois, on va se dire que ce sont des nouvelles charges. Non. Entre ce que tu lui donnes et le temps que tu perds, qu'est-ce qui est plus important? Parce que je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, nous sommes le 40e. Le 3 décembre. Il n'y aura plus jamais de 2 décembre 2019. Ça n'existera plus jamais. Donc, ce que vous auriez dû faire le 2 décembre 2019, si vous n'aviez pas fait ça, c'est fini. Par contre, l'argent que vous avez perdu le 2 décembre 2019, vous pourriez gagner ça l'année prochaine. C'est préférable de perdre de l'argent au lieu de perdre son temps. Le temps est plus précieux que l'argent. Parce que les gens disent que le temps, c'est de l'argent. C'est une bêtise. Donc, essayez d'identifier toutes les activités qui vous sont chronophages, qui vous font perdre du temps. Identifiez ces activités-là et pas le mécanisme qu'on a vu dans apprendre à apprendre. Ça veut dire fragmenter les buts en petits objectifs. Fixez-vous le but de vous dire, OK, si cette activité par semaine me met 10 heures de temps, je vais essayer de trouver un moyen pour que la semaine prochaine, je mette seulement 9 heures ou 8 heures. Et progressivement, essayez de diminuer ces activités-là et apprenez à déléguer. Sauf que pour déléguer, il faut d'abord vous rassurer que les personnes à qui vous déléguez ont les compétences pour le faire. C'est pour ça que vous devez avoir une activité où surtout vous devez être un leader pour former les personnes qui travaillent avec vous à pouvoir accomplir les tâches que vous déléguez progressivement. Sinon, vous allez vous retrouver à un moment où vous faites toutes les tâches vous-même et ça ne fait que prendre votre temps, prendre votre temps, prendre votre temps et plus le temps avance et plus ça vous prend du temps. Si vous êtes dans un type de projet où plus le temps passe et plus vous êtes occupé, plus ça vous prend du temps de façon linéaire, vous n'allez pas survivre en fait. Le temps doit diminuer. La charge de travail en termes de nombre d'heures doit diminuer et l'efficacité doit être exponentielle.